Pierre, je suis très content de te recevoir à nouveau sur ce podcast où, entre parenthèses, tu as été très, très plébiscité. Il C'est faut que tu vrai? le Waouh! saches. Et hop, t'as vu, je te fais de la pub directe. Merci, Guide de l'Hormèse. merci. Tu as produit un livre que j'ai trouvé très intéressant, mais je vais directement aller dans le vif du sujet. J'ai lu pas mal du truc et je voudrais savoir pourquoi l'Hormèse est devenu ton chemin de vie. Mmh. Pourquoi maintenant? Parce qu'après, on va faire du pratico-pratique. Mais d'abord, dis-moi pourquoi c'est ton chemin de vie, c'est l'Hormèse. Tu as un centre de l'Hormèse, tu as un bouquin sur l'Hormèse. J'ai des pistes là-dedans. Explique-moi pourquoi ça te touche à ce point. Moi, ce qui m'a touché, ce qui a marqué, qu'il y a des moments pivots, tu sais, dans la vie de chacun. Il y en a qui appellent ça des traumatismes, moi j'appelle ça des moments pivots. Et moi, ça a été, comme je le dis bien souvent et je commence le livre comme ça, c'est, en racontant la perte de mon père et de voir dans les yeux de ceux que j'aime la résignation. C'est-à-dire, on peut plus rien y faire. Hmm. Ça, c'est fini. Cancer, leucémie, on peut plus rien y faire. Et cette résignation de on ne peut plus rien y faire, il y a plus d'espoir, a fait naître en rebond négatif en moi, l'hormèse. C'est-à-dire, non. L'hormèse, c'est l'espoir. C'est-à-dire, les épreuves peuvent nous renforcer. Ce qui est dur dans la vie peut nous être bénéfique. C'est le côté scientifique de l'explication du renforcement, en fait. De pourquoi les épreuves de la vie nous renforcent. Et donc, c'est en fait propager un message d'espoir continuel. Peu importe la difficulté que vous rencontrez dans la vie, il y a des pans de cette difficulté qui vont vous être bénéfiques. Même si maintenant c'est dur pour vous, même dans le deuil, même dans la blessure, même si c'est dur, il va y avoir une croissance post-traumatique, comme dirait Taleb, et qui va vous être bénéfique. Bah ça, pour moi, c'est le plus beau des messages, parce que encore une fois, c'est le message de l'espoir. Et je trouve que en faire un cheval de bataille pour dans les temps qui sont durs, actuels, tu vois, où il y a la guerre, il y a le Covid, et puis après il y a des pandémies, et puis après c'est dur, etc. Et ben c'est faire un contre-pied à ça. C'est-à-dire, attendez, attendez, vous êtes tous capables de renforcement, vous êtes tous capables de déployer des énergies incroyables. Euh, le mois dernier, grâce à mon ami Steph que tu connais bien, on est allé rencontrer Wim Hof. Wim, il a 23 entrées au Guinness Book des records. Le gars, il a fait des trucs, mais c'est incroyable. Il y a personne qui est comme lui, tu vois. C'est un super homme. Et quand tu lui demandes c'est quoi ton secret, il répondra toujours la même chose. Faith, la foi. Ayez confiance. Ayez la Hmm. foi dans le vivant. Ayez confiance en vous. Dans le bain froid, moi, il nous a fait un bain de glace, tu vois, 15 minutes. 15 minutes dans la glace. Au début, normalement, il fait 10 minutes. Là, c'était 15 minutes. Moi, mon corps, au bout de 3 minutes, il a lâché. Alors, je mets ça sur le dos d'être un nouveau papa et tu vois, d'avoir des nuits entrecoupées et une dette de sommeil. Mon corps, il a lâché au bout de 3 minutes. Mais j'avais Wim Hof à 20 centimètres de moi. Donc, tu sors pas, tu vois. Et le gars, il disait, just breathe, motherfucker. Tu vois, c'est juste, et confiance, tu vois. Il n'y a pas de secret. Et avec ça, tu fais des records. Avec ça, tu montes Ouais. l'Himalaya en caleçon, comme il a fait, tu vois. Donc c'est ça, alors, mais c'est ouvrir la porte intérieure de notre capacité de croissance, de renforcement, et c'est garder espoir dans la vie. Voilà. On va parler des quatre piliers autour desquels tu as construit ton livre, que sont le jeûne, la respiration, euh, le froid et l'activité, l'entraînement physique. Pas dans cet ordre-là, entre parenthèses. Mais avant ça, tu vas me permettre une lecture parce que tu viens de parler de ça et en fait, c'est le seul passage que j'ai surligné en disant je veux absolument moi le lire pendant ton podcast. Parce qu'en plus, tu sais que j'ai été moi-même touché par le deuil et pas qu'une fois. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné pour moi. Tu écris la peur de la mort, surtout celle de nos proches, peut nous détruire physiquement et mentalement. Les choses furent d'autant plus claires en laissant partir papa qui s'est éteint devant nous, dans nos bras, de la manière la plus violente, mais aussi la plus vivante qu'il m'ait été donné de voir. J'allais dorénavant œuvrer dans le domaine de la prévention afin de faire en sorte que notre situation ne soit plus vécue par d'autres familles. Il n'y a rien de pire que de voir un être cher souffrir terriblement et être dans l'incapacité de l'aider. Et puis tu bascules sur le niveau d'exigence et le renforcement, etc. Merci. Merci Et d'avoir lu ce passage. je te... Ouais, bien sûr. Euh, donc moi, ma mère est morte du cancer quand j'avais 13 ans. Et j'ai vu un tas de maladies, tu vois. Mon grand-père, ma grand-mère, mon père maintenant est mort aussi de maladies chroniques, enfin voilà. Et là où je veux en venir, c'est que
Hem, je suis très content qu'on prenne le temps aujourd'hui justement donc de replacer, heu, l'hormèse, mais qu'on va simplifier d'abord et puis si tu veux, si tu le permets, on va la simplifier d'abord et puis on va aller un peu plus loin parce que bien sûr maintenant j'ai un peu bossé mon sujet et du coup on va pouvoir mettre des barrières enfin bref, on va pouvoir aller plus loin. Mais l'idée c'est que d'abord, il y a cette idée qui me hante, qui est qu'on est dans des vies qui sont trop faciles et que du coup, on a besoin de faire exprès de se mettre des difficultés dans notre vie, avec les bains froids, l'entraînement, le je sais pas quoi, pour finalement vivre avec notre nature humaine qui a évolué dans la difficulté, dans la faim pendant l'hiver, dans le besoin de cueillir, de chasser, dans la violence de défendre son territoire, etc., etc. Cette situation-là, finalement, ce manque de stresseur est en train de nous rendre malades. Est-ce que c'est ça ton message? Clairement, clairement. En fait, moi, il me semble, hein, que le biohacking et toutes les routines qu'on met en place, que tu viens d'énumérer, que ce soit des bains froids, des respirations et cetera, ne sont là que pour corriger nos erreurs. En fait, on rattrape notre bêtise moderne de nous être sortis de notre environnement naturel. Hem, Imaginons qu'on passe encore une fois 90 du temps dehors, au lieu de 90 du temps dedans. Rien que ça. En fait, les cycles circadiens, toute votre horloge biologique, votre système endocrinien et nerveux, tout serait tellement en adéquation et bien, sur des rails que, la plupart des grands maux MAUX de notre société, disparaîtraient par eux-mêmes. Donc, c'est pas le message, c'est pas: «Il faut qu'on revienne au temps des hommes des cavernes», bien entendu. C'est simplement retrouver le bon sens. Retrouver le bon sens parce que, tu as énuméré j'entends en fait les réflexions des gens derrière quand on dit et je le fais souvent, que maintenant nos vies sont trop faciles, en exemptes de difficultés et que donc devant ces vies-là, il faut qu'on s'invente des stratégies pour se renforcer avec des épreuves comme un bain froid ou de l'apnée. Hem, En fait, le message derrière l'hormèse et l'antifragilité, comme dirait Taleb, c'est que nos vies sont devenues linéaires. Ce qui veut C'est ça. dire, absence de volatilité, absence d'imprévu. En fait, il suffirait juste qu'il y ait plus d'imprévus. Mais la linéarité qu'on pourrait avoir comme une linéarité, de température, heu, en fait, si vous observez la vie d'un citadin, il vit dans une boucle, une loupe de température qui ne change pas. C'est-à-dire, il passe de chez lui à sa voiture, à son bureau. Entre 18 et C'est 22 ça, degrés toute l'année. Ouais, ouais. c'est un cercle. Ouais. Donc, absence de linéarité, pardon, absence de volatilité, de choses imprévues, de variations imprévues de l'environnement, fait que, en fait, votre système adaptatif, qui est là pour une bonne raison, s'adapter à un environnement changeant et surtout, le point important, c'est imprévisible pour vous. Moi, ce qui m'a passionné après, c'est les sciences du vivant et donc la physique, qui nous explique que le hasard, en tant que tel, existe ou n'existe pas, ça on pourra jamais le dire, mais en tant que perçu par un individu, existe. Vous, de votre propre Mmh. vision des choses, vous ne pouvez pas prévoir avec les éléments du présent l'avenir. Et ça a une implication énorme parce que ça a développé chez nous l'adaptation. Un système adaptatif, Mmh. donc le système nerveux, parce que nous ne sommes pas des plantes, hein. Une plante, ça a juste un système hormonal. Mais vous voyez la réactivité d'une plante. Un animal, ça développe un système nerveux, ce qui lui permet en fait une adaptation très rapide, le mouvement. Vous coupez, en fait, le besoin d'adaptation et vous sombrez dans les travers modernes. Donc, c'est pour ça que, toi comme moi, on aime se remettre, encore une fois, de l'entraînement par-ci, des bains froids par-là. Mais ça, en fait, la nature en prendrait soin de nous de manière naturelle, si on était à l'état sauvage, quoi. Donc oui, Mmh. je te rejoins totalement. Simplement sur la sémantique, si on commence à dire aux gens qu'ils ont des vies trop faciles, ils vont te dire: «Bah non, moi je galère». «Eh oh, attends, tu connais pas ma vie, moi c'est dur» et cetera. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas 100. ça qu'on dit avec Jack. C'est, le quotidien moderne est linéaire et ça, la linéarité, ça détruit même les meilleurs. Encore une fois pour citer Taleb. Tu marques un point, c'est quand je disais, trop facile, c'était cette absence de stresseur Ouais, aigu. On en avait parlé un peu dans notre premier podcast, c'est la différence entre la chronicité et ce côté vraiment aigu du stresseur et d'ailleurs, je pense qu'on a une tendance naturelle
à aller vers la chronicité et la linéarité pour probablement un système d'économie d'énergie et également d'erreurs somatiques, mais je pense qu'on peut rentrer là-dedans tout de suite. Mais l'idée, c'est que même dans un sport, par exemple, on va voir quoi? On va voir des gens qui vont commencer à mettre des maniques pour faire des tractions, calculer leur effort, stratégiser leur série, se mettre tout le temps à la même position dans la salle, etc., etc. Et qui vont du coup, de nouveau, en fait, revenir dans le diminuer les stresseurs. Je prends un exemple pour les quelques crossfitters qui vont écouter ceci. Le slogan du CrossFit à la base, c'est Prepare for the unknown. Préparer finalement pour l'inconnu, pour l'imprévisible. Et je me moque régulièrement de crossfitters. Je dis, mais tu fais tout sauf te préparer à l'imprévisible. Tu prévois tout. Tu prévois comment tu vas t'habiller, où tu vas te mettre dans la salle, comment tu vas casser tes séries. Comment... Je dis, non, non, non. J'ai une fois de temps en temps, en tout cas, tu vois, une fois par semaine, quelque chose. Il faut faire un truc qui te sort de ça. Et pour en revenir à ce que tu dis avec l'imprévu, quand tu parles de linéarité, que je galère dans la vie, on peut tous être passés par là ou être dans ce moment-là. Où, non, mais tu te rends pas compte que là, c'est dur ce que je vis. Et oui, tu as absolument raison. Mais si c'est dur pendant 3 ans, eh ben, ça n'a plus rien d'aigu, en fait. On arrive dans ce stress qui est chronique et qui, pour moi, du coup, ne crée plus cette réaction adaptative, finalement. Comment est-ce que je vais sortir de cette logique? Comment est-ce que maintenant, j'arrive à me convaincre et surtout à passer à l'action de je suis dans une forme de linéarité, de chronicité. Comment est-ce que je sors de ça? C'est difficile de faire, Par où? de faire ouvrir les yeux pour changer de paradigme. C'est sans doute ce qu'il y a eu de plus difficile dans l'histoire des sciences. Thomas Kuhn, Karl Popper ont tous écrit sur les paradigmes. Comment on fait quand on est dans un cadre conceptuel dans sa tête pour sortir du cadre? Think outside the box. C'est le plus dur. C'est le plus complexe. C'est sûr. Mais c'est pour moi la plus belle marque d'intelligence. Étudier. Et toi, en fait, l'exemple du CrossFit, il était parfait. C'est-à-dire que toi, tu as suffisamment étudié le CrossFit pour en voir les limites. C'est-à-dire, vous voyez là, vous êtes en train de retomber dans un piège que normalement on aurait dû prévenir avec l'enseignement premier de Greg Glassman. Ben, vous êtes tombé dans le piège. Parce que tu as poncé le système CrossFit. Alors qu'un débutant, lui, il n'a pas poncé. Quand on est débutant dans un dogme, tu ne vois pas les limites du dogme. Tu vois même tout à travers ce dogme. Et par contre, quand tu deviens spécialiste, tu arrives à voir les limites du cadre. Et là, tu dis, OK, je connais suffisamment le cadre pour en connaître les limites. Et c'est ça que disait Karl Popper quand il disait dans la méthode scientifique, pour que ce soit scientifique, il faut que ce soit réfutable. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, pour déconstruire une pensée limitante, je trouve que l'être humain, comme disait Ido Portal, on aura beau se mettre tous les deux en haut sur un sommet d'une montagne et s'entraîner, et puis se challenger intellectuellement, mentalement, etc. pendant 10 ans, on fera moins de progrès que quelqu'un qui vit entouré de plein de personnes dans un lieu cosmopolite. Parce qu'il y aura beaucoup d'échanges, en fait. Il faut l'autre. L'autre, c'est un miroir. Il faut l'autre. Trouvez autrui, trouvez un coach, trouvez un mentor, trouvez votre Léonard de Vinci comme François Ier. Lisez des livres, lisez des grands classiques. Je fais pas la pub pour mon livre, pour le coup, parce qu'il vient de sortir. Je vous dis, lisez des livres qui sont là depuis des centaines d'années. Lisez des trucs qui sont passés par le crible du temps. Okay, et ça va vous permettre justement de comprendre. Et je peux pas vous dire, si vraiment vous intéressez à la santé, pour répondre à ta question, si la personne se dit, franchement, moi je sens que intérieurement, ça va pas, j'ai des douleurs, j'ai de l'inflammation, je me sens pas bien, etc. Je veux prendre en main ma santé, cultive-toi. Qu'est-ce que c'est la santé? Qu'est-ce que c'est la physiologie? Lis un bouquin et tu vas voir à quel point, en fait, tout bouge à l'intérieur. Tout répond à des stimuli. Tout est corrélé à ta nutrition, à ton sommeil, à ton système hormonal, à ton système nerveux, à tes liens sociaux, etc. Forme-toi à ça et tu auras tous les armes intellectuelles pour mettre en place des outils derrière. Mais tant qu'on se forme pas, tant qu'on comprend pas les principes, en fait, on va trouver des protocoles à droite, puis à gauche. Mais on va retomber, on va devenir le crossfitter qui va remettre des maniques, parce qu'on n'aura pas poncé le truc. C'est pour ça que j'ai créé le centre de l'Hermès, c'est que moi j'aurais aimé qu'à l'école on m'apprenne comment fonctionne le corps humain. Qu'est-ce que c'est une hormone? Qu'est-ce que c'est un système nerveux? Parce qu'une fois que tu as compris ça, C'est sûr. les protéines, les glucides et la nutrition, c'est tous
on est tous formés en autodidacte. Mais non, on aurait dû apprendre ça à l'école, tu vois? Donc, pour répondre à ta question, il y a pas de raccourci. Si vous voulez vous décloisonner l'esprit, trouvez un avis contraire, formez-vous, apprenez, et là, vous aurez toutes les armes intellectuelles pour discerner les discours sur internet, par exemple. Les croyances, les vérités, les contre-vérités, les infos, les intox. Voilà. Donc là, c'est la démarche intellectuelle. Maintenant, quand quelqu'un veut entreprendre un changement, et on va imaginer ici, donc, je suis dans la chronicité, je suis fatigué, je sais pas, je suis stressé, enfin le truc, qu'on voit souvent, hein, finalement, et j'ai des difficultés à en sortir. La démarche intellectuelle, c'est celle que tu viens de nous expliquer, et si tu veux, tu peux remarquer ça avec les différents thérapeutes que tu connais. On a, je sais pas, Léo qui est dans la respiration et dans le froid, hein, on a, tu vois, on a Slim qui est dans le mouvement, maintenant qui est aussi pas mal dans le mindset avec les entrepreneurs, peu importe, je te donne des exemples. On a tous des portes d'entrée. C'est-à-dire que moi, quand je veux aider quelqu'un, mes 2 portes d'entrée, c'est le mouvement et l'alimentation. Parce que ce sont les 2 choses que je maîtrise le plus et où je sais que je peux avoir le plus de levier pour la personne pour qu'elle évolue. Quand tu proposes aux gens de démarrer par la démarche intellectuelle, je te challenge sur un truc, je pense que dans notre société, c'est trop Mmh. difficile. Est-ce qu'on a une ou d'autres portes d'entrée? Je pense que c'est ce que tu abordes dans le livre, entre parenthèses, hein. C'est justement de proposer une forme de respiration, une forme de jeûne, une forme de ceci, une forme de cela, pour peut-être commencer finalement, tu sais, mettre le pied à l'étrier, comme on dit, quoi, faire cette première Ouais. marche. Du coup, ma question, elle est, t'as choisi ton livre, dans ton livre, de commencer par la respiration. Mmh. Est-ce que si je suis dans une forme de chronicité, de stress, de fatigue, de quelque chose qui est installé, que j'arrive pas à en sortir, est-ce que tu commencerais par la respiration, le jeûne, l'activité physique ou le Ouais. froid? Ou est-ce que ça va dépendre de Ouais, chacun ouais, aussi ouais. peut-être? C'est une excellente question. Hem, Tu sais, comme toi, je baigne dans le milieu sportif et développement personnel et santé depuis longtemps. Depuis que je suis revenu du Japon, donc ça va faire, une quinzaine d'années. À chaque fois, j'ai trouvé des gens qui ont pris une porte d'entrée qui leur était propre. C'est-à-dire le jeûne, la nutrition, le froid, la respiration ou bien le sport. Et tu vois qu'ils sont devenus bons dans ces milieux-là, dans leur niche, comme on pourrait dire. Malheureusement, si ce n'est pas accompagné d'une compréhension intellectuelle derrière, tu retombes dans les mêmes problèmes en fait que tu avais cherché à éviter dans les premiers temps, a priori. 100%. Donc, pour répondre à ta question, la démarche de la conscientisation et intellectuelle, je sais très bien que pour certaines personnes, c'est trop. Mais il Mmh. faut, comme j'ai essayé de le faire dans le livre, que quand tu rentres, peu importe si tu rentres par le jeûne ou tu rentres par la respiration, il faut que ce soit accompagné d'une philosophie et d'une éthique, d'une volonté de comprendre ce que l'on fait, en gros d'un 100%. pourquoi. Sinon, on est cuit, quoi. On va retomber, on va refaire les mêmes erreurs. Et on en connaît, hein, des gens on ne jure que par le jeûne. Et quand tu les rencontres en vrai, tu passes 24 heures, 48 heures avec eux. En fait, ils sont instables partout. Si tu touches à leur bouffe, tu te fais mordre la main. Tu vois, en fait, il y a de la fragilité Oui. de retour. On retrouve la linéarité. Tout est linéaire, tu vois. Une seule Ouais, perturbation ouais. les met en mal. On a mis le jeûne, mais maintenant le jeûne est Mais linéaire c'est ça. aussi. Ah ouais, ouais, Donc, je il suis faut pas d'accord. tomber là-dedans. Et tu sais, dans le monde du dev perso, il y a un grand monsieur qui est adulé qui s'appelle Joe Dispenza, que tu dois peut-être Ouais, connaître, voilà. Et ouais. je regarde peu de choses de lui. Il a un profil intéressant parce que, il est médecin, si je dis pas de bêtises, il a un background scientifique. Il parle beaucoup de physique quantique et cetera. Moi, je trouve qu'il extrapole trop sur des choses, mais bref. Et la dernière fois, je voyais une conférence de lui, c'était juste un short, et il commence la conférence en disant: «Vous savez, tout ce que je vais vous présenter en termes de méditation et puis l'aspect quantique de la méditation et de la conscience et cetera, c'est bien, c'est important, mais le plus important, c'est que vous compreniez les mécanismes sous-jacents». Et il dit ça à la foule, tu vois? Il doit y avoir 5 000 personnes dans son stade, tu vois? Mais qui des 5 000 personnes va mettre le nez dans les écrits de Schrödinger et de Heisenberg et va voir ce que c'est la physique quantique? Qui? Un pourcentage. Mmh. Personne. Ils veulent le protocole. Donc, je pense qu'il faut donner des protocoles avec un pourquoi et une explication. Tu vois? Et si on fait bien les choses, qu'on est des bons pédagogues et qu'en face on a des bons élèves, c'est-à-dire attentifs et engagés, alors on rend les gens autonomes. Donc, Ouais. le plus simple, le mouvement, ça
OK. moi, je pense que on touche presque tout le monde. La respiration, OK, tout le monde respire et donc tout le monde est capable de respirer. Par contre, c'est difficile parce qu'on a des systèmes nerveux, actuellement qui sont, en mode sympathique, très haut en niveau d'attention et c'est difficile de faire redescendre d'un seul coup, d'un seul, vers une conscience du corps. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de revenir au corps. Je pense que revenir au corps par le mouvement, et c'est pour ça que CrossFit, Hyrox, tout le monde en fait cartonne, c'est que les gens veulent revenir dans leur corps. Ils veulent plus être dans les projections de j'ai besoin d'argent, j'ai peut-être pas assez d'argent, tu vois, le problème de la projection dopaminergique, on n'en peut plus de ça. Donc on veut revenir à l'interoception. Donc ça marche. Le yoga, ça marche. Revenir au corps, ça marche. Donc, il faut trouver ça. Le jeûne et le jeûne intermittent, ça va être vraiment pour un profil assez particulier, je dirais. Là, j'ai besoin de faire une anamnèse. J'ai vraiment besoin de connaître la relation à la nutrition avec la personne, tu vois? Ouais. Et le froid, c'est merveilleux. Mais, Ouais. j'aurais toujours envie de mettre tout le monde dans le froid, tu sais? Comme en fait, j'aurais envie de mettre les gants de boxe à n'importe qui pour voir les masques tomber. Parce que dans un bain de Mais glace, quand tu vois oui, dis-moi? mais alors j'allais aller dans ton sens maintenant. On peut mettre tout le monde dans le froid, mais dans son froid à Mmh. lui. C'est-à-dire que on pourrait tous s'exposer au froid. Le seul truc, c'est que c'est certain qu'il y a certaines personnes, si tu leur parles de 4 degrés pendant 15 minutes, tu les perds. Tu les perds avant même que la démarche C'est soit ça. entreprise. Donc là, on revient au même problème. Mais tu vois, ici, on a. Donc j'ai acheté un bain froid pour ma nouvelle salle de sport. Un bain, tu sais, avec le filtre, machin, tout le truc. C'est vraiment très, très stylé. Avec Captain Givré, là, Ouais, tu sais. Et du coup, ce bain, l'avantage, c'est qu'on peut le régler en température. Et donc, on a fait des initiations au bain froid ici, très progressives évidemment, pour les gens qui le souhaitaient. Et l'avantage, c'est qu'on a pu mettre du 7, du 8, du 10, qui sont des températures qui sont franchement froides, mais qui sont moins intimidantes que quand tu arrives, tu sais, à 5, 4, là, bien ça sûr, brûle, quoi. bien sûr, C'est vraiment bien violent. sûr. Là où je veux en venir, c'est que, après, je voudrais bien te poser une question sur le jeûne très importante, mais par rapport au froid, euh, est-ce que tu peux nous donner juste une espèce de, soit de sensation ou de canevas ou je ne sais pas trop, pour dire tiens, ça c'est le bon froid pour moi. Parce qu'il est Mmh. évident que comme tu le dis, je suis fatigué, je suis stressé, je suis déjà déprimé, tout ce que tu veux. L'idée du 3 degrés, c'est même pas la peine. Mais est-ce que je peux commencer et comment, Bien tu sûr. vois? Par où est-ce que je commence? Est-ce que c'est à la sensation? Est-ce que c'est à l'intimidation? C'est quoi finalement une espèce de mesure que je pourrais trouver pour savoir que je suis dans le Ouais. bon? Loin de moi l'envie de donner des chiffres parce qu'il y en a qui vont tout de suite parler de 30 secondes, 45 secondes. Pour moi, ça veut rien dire et Sûr. un degré, comme tu l'as dit, est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 8 degrés? Est-ce que c'est 14? Propre à chacun. Maintenant, les moyennes nous disent que c'est à partir de 14 degrés que les processus hormétiques semblent être enclenchés. Bon, ça vaut ce que ça vaut, une moyenne. OK. J'ai jamais rencontré monsieur moyenne, il faudra me le présenter un jour. Mais, au-delà de ça, moi, je joue beaucoup à la sensation et j'utilise les mêmes trucs. J'ai adoré comment Andrew Huberman il a formulé ça. Les murs d'a les murs 100%. d'adrénaline, c'est tellement bien dit. Les murs d'adrénaline, c'est-à-dire l'adrénaline, vous n'avez pas de stock d'adrénaline dans vos glandes surrénales, elles sont sécrétées sur l'instant, à la demande. OK? Donc quand au niveau de l'hypothalamus et au niveau du cerveau, on envoie les ordres aux glandes surrénales de faire de l'adrénaline, vous savez le rush de comme ça, adrénaline, comme quand il y a un enfant qui traverse devant la voiture, voilà, où le temps ralentit, où tout semble long Ouais. et vraiment on a les picotements partout dans le corps. Hyper focus comme ça, Voilà, ouais. vision tunnel. Et ben l'adrénaline, c'est sécrété de manière pulsatile. C'est-à-dire, c'est sécrété fortement, puis il n'y en a plus. Puis c'est sécrété fortement, puis il n'y en a plus. Donc sous votre douche froide ou dans votre bain froid, il va y avoir des moments où votre corps, il va vous dire: «Sors de là». C'est vous tapez dans un mur. Et là, vous avez le contrôle du cortex, c'est-à-dire votre volonté qui dit: «Attends, attends, attends, petit coco, nous, on est en train de faire un bain froid. On sait que c'est bon pour nous, on va rester un peu plus longtemps». Et par votre volonté consciente, vous régulez votre inconscient et vous restez longtemps. Plus longtemps que ce mur d'adrénaline qui vous dit de sortir. Et ben, là, c'est comme l'entraînement à la salle, surcharge progressive.
Lundi, vous avez fait, Mmh. une douche froide, où vous êtes arrivé à surmonter un mur d'adrénaline. Et ben, lundi prochain, vous essayez de surmonter 2 murs, puis 3 murs, sans toucher la température, même température. Et puis quand vous êtes confortable dans cette température-là, quand vous voyez que le choc d'adrénaline, le saisissement du froid ne vous coupe plus, la respiration. Il y a plus de comme Ouais, ça, mais vous êtes le gasp reflex, ouais. exactement. Vous êtes, détendu, tout le long. Vous dites: «OK, faut que je sois plus froid, faut que ce soit plus froid». Très concrètement, il faut que ce soit plus froid. Il faut que ce soit un froid nécessaire pour vous dire: «Punaise, j'ai envie de sortir» et que les premières secondes soient une coupure de la respiration. Là, on sait que au niveau des succinates, donc au niveau de la noradrénaline, de l'adrénaline et des molécules qu'on appelle les succinates, qui vont enclencher la génération, la création de mitochondries et tout ce qu'on associe comme effet hormétique au froid, on sait qu'on est pas mal dans le sweet spot peut-être. OK? Donc ça, Ouais. c'est voilà, c'est à ça qu'il faut peut-être, comment dire? Utiliser comme marqueur, heu, pour le froid. Ouais, donc on en revient à sa propre sensation finalement et ce truc avec, parce que parfois déjà au moment où je rentre en fait, je rentre dedans d'un coup. Donc ça c'est fait. Donc si tu restes 10, 15, 20 secondes de plus, déjà, tu as gagné «une bataille» C'est entre ça. guillemets, tu vois ce que je veux Mmh. dire? Tu as déjà fait plus qu'avant. Donc tu commences là et tu construis. Et petite anecdote, là-dessus, quand je suis venu au Pont du Gard, faire le congrès, le festival du potentiel humain avec toi, on a fait un atelier de Ouais. respiration et d'apnée, pardon, avec Léo. J'avais jamais fait d'apnée de ma Oh. vie. J'ai trouvé ça à peu près infiniment plus dur que le froid. Ah mais À peu l'apnée, c'est près. terrible. Pour moi, en C'est tout terrible cas, l'apnée. ça a été Ouais. incroyable. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on a parfaitement ressenti exactement, pour moi, ce que tu racontes, à savoir il te coach, il te fait respirer, il t'amène et il te dit, OK, maintenant, on va tolérer un spasme du diaphragme. Et là, et ça redescend. Et tu peux rester encore un peu. Et puis on construit, puis maintenant on va en tolérer deux, tu vois. Et j'ai vraiment retrouvé, en tout cas, je fais une analogie, je sais pas si elle est bonne ou pas, mais pour moi, en tout cas, il y a vraiment une correspondance avec ce truc de putain, là, j'ai vraiment envie de prendre une bouffée d'air, tu vois, mais non, pas maintenant. Exactement. Et puis à un moment donné, c'est trop et c'est OK, Mmh en mh. fait. Et tu construis Mmh. là-dessus. Donc, j'aime beaucoup cette logique-là. Et figure-toi que par rapport aux jeunes, j'ai une question à te poser. Et moi, j'ai ressenti ça avec le jeûne aussi, pour avoir fait, tu sais, du 14 heures, du 16 heures, du 20, du construit jusqu'à 3 jours. Hem, j'ai l'impression qu'avec la faim, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as faim, puis ça passe. Puis tu as très faim, puis ça passe. Et tu vois, tu peux comme ça, dealer avec le truc petit à petit. Et ça m'a bluffé à quel point, tu vois, tu disais le jeûne, pas pour tout le monde, machin, on va en parler. Moi, j'aime recommander un jeûne extrêmement progressif, mais par contre, j'aime le recommander à, pour ainsi dire, tout le monde, à partir du moment où il n'y a pas de grosses contre-indications. Pourquoi? Parce que je trouve que pour réguler, retrouver la différence entre j'ai envie de manger et j'ai faim, c'est incroyable. C'est ça. Pour moi, c'est le meilleur outil qui existe en fait. Attends un peu d'avoir vraiment faim. Tu sais, le moment où tu as ton ventre, pas qui gargouille, mais qui se tord et qui te dit maintenant. Tu vois, et quand tu peux franchir ça, tu sais, tu bois un verre d'eau, tu respires, tu passes à autre chose. Waouh, je trouve que c'est une libération très très forte. Mmh. Toi et moi, on a parlé aussi d'alimentation émotionnelle. Je trouve que par rapport à ça, c'est extrêmement puissant. Est-ce que tu peux nous aider à savoir peut-être qui pourrait jeûner, qui peut-être ne devrait pas du tout jeûner? Mmh. Ou en tout cas, comment y aller progressivement? Un peu comme tu viens de nous donner avec le froid, c'est quoi la sensation? Qu'est-ce qu'on Ouais, bien recherche? sûr. Une excellente question parce que, je te rejoins, hein. Si j'ai écrit un livre de l'armée, c'est parce que j'aimerais que tout le monde expérimente ce type d'inconfort. Ça nous Bien remet sûr. face à nos automatismes. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça nous remet face à nos automatismes. Et qu'est-ce qu'on a des automatismes par rapport à la bouffe? C'est incroyable. Donc c'est le plus symptomatique, mais c'est celui qui crée le plus aussi de désordre. Moi, j'ai besoin de passer du temps avec la personne, pour qu'elle me dise, pour qu'elle m'explique son relationnel à la nourriture, pour voir s'il n'y a pas un trouble de la relation, qu'on a avec la nourriture comme, potentiellement, par le passé, une anorexie, une boulimie ou quelque chose, tu vois? S'il n'y a pas quelque chose. S'il n'y a rien, OK, d'accord. On va y Ouais. aller, pourquoi pas un petit jeûne intermittent, ça on sait que ça fera pas de mal de sauter le petit déjeuner, il y a pas de problème. Et après par contre, on veut un maximum de feedback. C'est comme, c'est comme le back squat. On aime tous faire du back squat, mais il y a des gens,
mettre une barre sur les épaules. Moi non plus d'ailleurs. Les tractions lestées, tout ce que tu veux, mais alors le squat. Non, mais Pareil. on aimerait que tout le monde fasse un beau pattern où il utilise ses hanches. Oui, Tu oui, vois ce que oui, je veux dire. c'est ça. Mais maintenant, avec du recul, est-ce que tu vas faire du back squat avec tout le monde? Mais attends, j'ai envie de voir comment il bouge déjà. J'ai envie de voir si je lui mets une barre sur les épaules, 100%. qu'est-ce que ça lui fait? Plus un sandbag, plus quoi? Bon. Et ben en fait, j'ai le même approche avec le jeune et même toutes les pratiques de l'Hormèse, c'est je regarde la tête et le regard de la personne face à l'objet, face au bain froid, tu vois. Tu regardes comment il regarde. Et ça, moi, ça me passionne en fait. Je veux pas des protocoles dénués du vivant. Je veux pas de la philosophie. Moi, l'une des philosophies qui m'a le plus porté avec le stoïcisme, c'est la phénoménologie, qui remet l'expérience de première main au centre. C'est-à-dire, ok, c'est bien beau, les discours de philosophie, mais qu'est-ce que ça fait dans la chair de la personne qui est en train d'expérimenter la chose? C'est ça, au bout d'un moment. Parce que Ouais, sinon, on écrit des trucs sur un bout de ouais. papier. Ça veut dire quoi dans la vraie Mais vie, quoi? exactement. Ouais, 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 Donc ouais. voilà, les protocoles, c'est super, les outils, c'est génial. Mais vraiment, comment toi, personnellement, tu expérimentes la chose et qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête? Moi, c'est ça qui me passionne le plus. Parce que dans ma tête, c'est le bordel. Et c'est souvent très négatif. C'est pour ça que je parle de ce genre de choses-là. Et bref, pour te répondre par rapport aux jeunes, il y a donc quel est le passif au niveau nutritionnel? Et si le passif est lourd, j'aurais tendance à plus jouer sur les quantités, sur les macronutriments, sur la composition de l'assiette. Oui. Si dans l'entourage oui, Pour pardon? éviter pour éviter de relancer ce truc un peu peut-être de trouble, de mauvaises relations. Je fais un lien avec ma grande Mmh, sœur, je me permets, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de ouais, gens. Ma grande sœur, elle a fait du judo à haut niveau et donc, bah, tu es probablement familier avec l'idée, je suis à 60 kilos, naturellement toute l'année, mais pour ma compète, il faut que je sois à 57 et donc là, maintenant, c'est parti, les régimes violents, la déshydratation, le pull dans le sauna, enfin, tu vois, tout le truc atroce. Sauf qu'avec ça, tu fais les allers-retours, pas une fois sur l'année, X fois sur l'année et donc elle m'explique, en fait, quand j'ai commencé, tu sais, à parler d'alimentation à tendance anti-inflammatoire, machin, en fait, tu vois, tout ce truc. Elle me dit: «Le truc, c'est que moi, j'ai enfin récupéré une relation saine avec l'alimentation et je refuse de me priver, de choses, du risque de revenir à une relation malsaine avec». Et en fait, à partir du moment où elle a posé ça sur la table, j'ai fait: on «OK, compte. plus rien à dire, tu pli tu c'est bon, Clair, tu as gagné». Tu vois? c'est clair. J'ai trouvé ça d'une Et oui, maturité ouais. infinie et je me suis dit: «Bah oui, c'est bon, elle a Bah, tu gagné». diras que Et je donc salue son je veux juste, intelligence. Ouais. aller ah là, vraiment, franchement, voilà. Et donc je te rejoins à 100. Je pense qu'on peut avoir tendance, et d'ailleurs, je vais te parler d'autres dérives que j'ai pu observer, avec le froid, le jeûne, la respiration, tout le truc. Tu sais, on peut quand même tomber dans une forme de Bah, déviance, en bien fait. Il y a sûr. quand même moyen de le faire, même avec des choses qui sont saines de Ouais, base. oui. C'est le témoignage là, en fait, on pourrait couper ici, le témoignage de ta grande sœur, parce qu'il n'y a que ça. Tu vois? L'expérience de première main, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, quand tu as lu ton propre mode d'emploi, que tu connais ton propre mode d'emploi, tu es ton propre thérapeute. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi, avec toi, moi, pourquoi on fait autant de contenu sur prenez-vous en main, parce que c'est ça, on veut des gens autonomes. Si tout le monde est autonome de cette manière-là, comme ta grande sœur dire: «Non, ça, c'est pas pour moi. Je vais plutôt prendre cet outil-là». On est tous sauvés, quoi. 100. On est tous sauvés. Le problème, c'est qu'on n'a plus le temps dans nos vies de regarder à l'intérieur et de nous analyser. On n'a plus le temps. Donc bon, bah, il faut des mentors, il faut des coachs, il faut des gens qui ouvrent les yeux, et cetera. Donc ta grande sœur, Ouais, si c'est une autre personne, bon, bah, tu vas la diriger vers, le mouvement. Bah, OK, le jeûne, on ne va pas y toucher, la nutrition, on va pas y toucher. On va toucher au mouvement, on va toucher au bain froid si ça t'attire, et cetera. Hem, donc voilà, heu, ouais, j'abonde dans OK. ton sens. Donc le jeûne, oui, mais pas si on a, un background un peu trop lourd voilà, de ce qu'on appelle communément maintenant les TCA et cetera, mais un peu cette relation, comme tu dis, qui est conflictuelle avec l'alimentation, Ouais, quoi. Ça peut être un ça danger. peut être un danger Ouais. comme ça peut être autant salvateur. Autant la personne, elle retrouve ça par on ne sait pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est, pas red flag, mais c'est un drapeau orange. Ouais, la petite sonnette de: «Hé, Voilà, on fait on fait gaffe, gaffe. quoi». On fait gaffe OK, aussi si dans OK. l'entourage direct de la personne, il y a ça. Si dans l'entourage direct de la personne, il y a la conjointe de la personne, par exemple, la personne vient vous voir, c'est un homme, sa femme est en surpoids et elle n'arrive pas à perdre du poids. Si lui commence à faire du jeûne intermittent et à perdre du poids, quel va être le regard de sa femme? Qui elle vous vous rendez compte dans le couple comment c'est compliqué?
C'est pour ça que c'est jamais simple de prodiguer du soin et que le primum non nocere, premièrement ne pas nuire, c'est le premier et le dernier des commandements parce que c'est le plus dur à respecter quand on est thérapeute. Là, ça vous demande vraiment l'éthique de ne pas vouloir faire le plus intelligent en disant «Ah, tu vas voir, tu vas faire de l'autophagie et puis non, non. Un homme, un individu, c'est compliqué, ça a des relations sociales, ça a une vie de famille. Donc voilà. Une fois que tout ça c'est balayé, que vous êtes sûr que la personne, elle veut y aller, elle est motivée, et puis elle vous semble droit dans ses bottes, ok, on y va, et puis on va commencer doucement. Visiblement, la neuroplasticité au niveau des... Donc il y a deux grands groupes de neurones dans le noyau arqué, un groupe une structure dans le cerveau qui gère notamment l'appétit, que sont les POMC et les GRP. Bon, deux groupes de neurones qui gèrent en fait la sensation de faim, l'appétit, les groupes anorexigènes et orexigènes, c'est-à-dire qui vous rend anorexique ou qui peuvent vous rendre obèse, en gros. Quand on allume ces groupes OK. de neurones-là, un rat peut manger jusqu'à en mourir, ou bien quand on allume le groupe de neurones qui rend anorexique, il ne touchera pas à sa nourriture. Ils sont aussi puissants que ça dans le cerveau, ces groupes de neurones-là. Évidemment qu'on maltraite avec la nourriture industrielle. Très clairement, tout d'un coup, on appuie sur les pédales comme des bourrins. Donc, par rapport à par rapport à cette alimentation, pardon, par rapport à cette voie de signalisation au niveau du cerveau, il semblerait qu'on peut la décaler, c'est-à-dire que l'horloge biologique qui régule, qui envoie les signaux à des moments dont votre cerveau est habitué, par exemple, si vous avez l'habitude de manger à midi ou de prendre le petit déjeuner à 8 heures, et cetera, peut être décalé d'une demi-heure par jour. Donc le jeûne intermittent, OK. on peut le commencer, si habituellement on le prend à 8 heures le petit déjeuner, bah, demain je le prends à 8h30. Le surlendemain, je le prends à 9 heures et on décale d'une demi-heure tous les jours jusqu'à ne plus prendre de petit déjeuner le matin. Voilà. Pourquoi ne pas essayer de cette manière-là, douce et graduelle? Donc ça, C'est je pense ça. que tout le monde peut le faire. Doux et Ouais. graduel, 100%. Hem, je me permets du coup une petite, parenthèse. Tu as dit, «Dans ma tête, les pensées sont souvent négatives». Fallait que tu retiennes ça, toi. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu parce que je fais très attention à ce que tu dis et parce que tu m'intéresses. Voilà. C'est adorable. Hem, l'idée c'est que, hem, j'ai moi-même ce peut-être ce biais, en fait, je suis un optimiste. C'est incroyable dans la vie, d'accord? Dans la vie, j'ai vraiment un optimisme, très, très fort, très marqué. À l'intérieur de ma tête, c'est un peu plus le chaos, quoi, On est tu vois? pareil, C'est un peu moins on est pareil. évident et donc hem, est-ce que cette, peut-être cette forme de négativité, intrinsèque quelque part ou peut-être acquise, je sais pas, mais dans tous les cas, dans est-ce que ces procédés ces stresseurs, cette mise, tu vois, le froid, le jeûne, est-ce que toutes ces choses-là viennent aussi aider, spécifiquement à ça dans ton cas? C'est possible. Heu, je l'ai souvent dit que c'était par un manque d'amour-propre que j'ai essayé de cultiver le renforcement. Moi, quand j'étais petit, bah, j'étais un peu un geek au fond de la classe, un peu en surpoids. Donc voilà, quand on est petit, ça veut dire que vous avez pas vraiment de groupe d'amis, puis vous êtes un peu tout seul et puis vous avez pas de copine et puis, vous cumulez les choses comme ça et je m'en suis vraiment sorti par le sport, par la découverte du karaté, et cetera. Bref. Donc il y a un petit logiciel qui est installé en moi qui est que, je suis pas assez bien. En gros, personnellement, Mmh. si le discours le narratif interne est négatif, c'est surtout envers moi-même, hein. Parce que un peu comme toi, je pense que le monde est merveilleux et que c'est trop intéressant de tout étudier et puis j'ai envie de faire plein de trucs et puis des projets entrepreneuriales et puis écrire un livre, enfin, voilà. En plus, maintenant, je C'est suis ça. père de famille, enfin, pour moi, tout baigne, quoi. Vraiment, c'est difficile d'avoir Si vous n'avez pas félicité Pierre, faites-le dans les commentaires parce que sa paternité est un croisement dans sa vie incroyable et quand même pour moi être passé par là il y a quelques années, c'est quand même un Ah là moment là, très mais particulier. c'est tellement, enfin, c'est merveilleux, quoi. Il y a rien d'autre. On se dit, tu sais, c'est le checkbox ultime, c'est check, j'ai fait ça, quoi. Maintenant, je peux mourir Ça tranquille. c'est Ouais. fait. Donc, si c'est un peu c'est comme toi. Quand c'est à l'intérieur et que je me regarde personnellement et que je m'analyse, c'est souvent assez négatif. Je travaille là-dessus et très clairement, la mise au challenge personnel et volontaire, ce qui est très important dans l'hormèse, vous devez retenir 2 mots, c'est imprévisible et volontaire. J'y vais Mmh. volontairement
C'est-à-dire que c'est facile de parler du froid, mais quand on est un SDF qui subit les nuits d'hiver, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc nous, c'est des problèmes de riches, ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est de se mettre volontairement seul enfin, dans le froid, et que dans le froid, il faut s'abandonner à la régulation interne qui, elle, ne passe pas par notre contrôle. C'est ça le côté imprévisible. Ok. Donc, côté imprévisible et côté j'y vais moi-même, je marche vers l'épreuve. Et bien ça, très clairement, ça me redonne de l'amour-propre. Je suis fier de moi quand je fais un WOD. On avait fait on a rencontré tonton Tom Tom. Faudrait que tu interviewes Thomas Fry, hein, le champion de Aerox. Là, il est génial, ce type. J'ai interviewé sur Verisme TV. Je connais pas du tout le gars. Thomas Fry, Ouais, Thomas, c'est incroyable. je Mais note. il est gentil, un champion au grand cœur. Voilà, c'est vraiment comme ça que je Hmm. l'appelle. Et ben, on a fait le camp Trinity avec Florian Marek et tous les champions de streetlifting, etc. Bon, ben voilà, bientôt 38 ans, j'étais fier de tenir le coup et de faire le Aerox avec eux, tu vois. Vraiment fier de moi. Tu Mais m'étonnes. c'était par l'épreuve, c'était par la transcendance de l'effort, par le fait de dépasser sa propre condition qui ne, n'est constituée que par l'opinion que l'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire dépasser l'opinion que l'on a de nous-mêmes. Et moi, dans ma tête, quand je ferme les yeux, je vois toujours un petit gamin un peu gros. Ah, c'est comme ça, quand je pense à moi. Pardon, je souris, mais j'ai le même. Je t'expliquerai après. Ouais. J'ai exactement le même problème. Voilà, entre autres, l'hormèse permet ça, je trouve. Tu vois. L'hormèse permet le. Ça, c'est fait. Je suis capable de faire ça. C'est quand même cool. C'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et j'ai le même billet 100%. C'est-à-dire que j'ai dû répondre récemment à un questionnaire neuropsy pour des raisons que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est que dedans, il y avait il y avait cette phrase c'était terrible pour moi. Il était écrit genre tout compte fait, j'ai tendance à me considérer comme un raté. Et là, je te promets, frise mentale. Mais vraiment, parce qu'en fait, d'un côté, il y a, bah, j'ai quand même accompli ça, 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 ça. Tu vois, avec objectivité, tu vois, j'ai une relation hyper chouette avec ma femme. On a un petit garçon incroyable. Tu vois, j'ai une salle de sport, une deuxième. Enfin, tu vois, donc il y a des choses qui sont cool, tu vois. Et puis de l'autre, il y a tout ce biais de pensée négative qui arrive et qui me dit non mais t'as raté ça, t'as jamais fait ça, ceci, cela. Et là, je suis arrivé devant ma feuille, je devais choisir d'un côté ou de l'autre. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et en fait, j'ai eu cette longue discussion avec ma femme, justement, où, tu sais, elle me parlait de trucs, de relations amoureuses et machin et tout. Et je lui explique qu'en fait, ma première réaction, c'est comme quand on me critique sur une vidéo ou que ceci, ou ma première réaction instinctive, c'est le petit enfant blessé. C'est à l'intérieur, il y a un petit enfant qui, mais tu vois. Et puis après, je dois réfléchir, processer le truc, dire oui, mais non, mais ceci, mais quand même, tu vois. Mais je lui dis, c'est incroyable. À 39 ans, bientôt, 38 maintenant, bientôt 39, d'être toujours dans ce truc de ma réaction première, c'est le petit enfant blessé. Tu vois. Et j'ai eu cette discussion-là d'ailleurs avec Slim, par exemple, qui n'a pas du tout ce fonctionnement-là. Pas du tout. Ah ben non, tu vois, lui, il est dans l'estime de lui, il est dans le fight mode, enfin, c'est pas du tout le même gars. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que quand vous allez nous écouter, il y a des gens qui vont avoir cette première réaction d'enfant blessé, d'estime de soi, de violence, de peu importe. On a tous une première réaction et je pense, mon impression après tout ce temps, c'est que cette première réaction, on peut pas la changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est ce qu'on va faire de ça. Tu vois? C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ma femme me dit un truc sur un de ses ex, bah, j'ai le droit d'être le petit enfant blessé. Ce que je n'ai pas le droit de faire si je veux me construire une belle vie, c'est de devenir un connard avec elle, c'est d'être super jaloux de lui bouffer la santé, ou de moi me dire toute la journée que je suis qu'une merde et du coup ne rien faire. Ça craint. Mais cette première réaction, tu vois, c'est comme Julien Pinault qui parle de l'anxiété. Il dit, les gens anxieux seront anxieux. Vous pouvez danser sur votre tête, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils seront anxieux. La question, c'est comment est-ce qu'on va gérer cette anxiété. Tu vois, comment est-ce qu'on va dealer avec. Et je trouvais ça passionnant parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ce que je fais en fait. Naturellement, depuis X années, c'est ce que je fais. Je deal avec tout ça, mais rien ne disparaît. Jamais. Est-ce que tu as cette même Bien sensation? sûr. Et tu sais, l'étude du vivant va dans ce sens-là. L'hormèse, c'est exactement ça. Tout le monde a froid quand il rentre dans un bain de glace, même Wim Hof. Tout le monde a froid. Évidemment.
c'est la même chose que quand tu es blessé et que tu ressens, tu vois l'image de l'enfant blessé. Maintenant, comme disait Viktor Frankl, entre, l'action et la réaction existe notre liberté. Il se passe quelque chose, comment vous allez réagir, en fait, ne dépend que de vous. Hein, c'est vraiment le message des stoïciens, c'est il t'arrive quelque chose, tu as été blessé, mais il n'appartient qu'à toi de réagir de la manière dont tu le souhaites. Quel type d'homme, quel type de femme, quel type d'individu souhaites-tu engendrer? C'est ça, en fait, par tes actions. Quel type de personne souhaites-tu inspirer? Et en fait, une fois que tu te poses cette question-là, bon, bah, tu prends des pas de recul par rapport à tes propres réactions. C'est ça, le message fondamental. Et l'hormèse, c'est exactement ça. Donc je te rejoins totalement, pareillement. Hem, Moi, je suis exactement comme toi. Vraiment, tout ce que tu as dit, je peux, je ne peux que aller dans ton sens. Il y a toujours cette friction entre le message premier de la réaction et maintenant, est-ce que je laisse libre cours à mes pulsions internes et je crie comme un enfant, c'est-à-dire j'ai faim, et puis je suis pas content, et puis tu vois, comme voilà, mon bébé il a 3 mois, c'est ça, c'est-à-dire C'est ça ça, sort comme ça perçoit. Ou bien est-ce que je fais preuve c'est de ça. maturité et je montre que à l'état d'adulte, j'ai fait un gain en complexité. La complexité dans les sciences du vivant, si tu veux lire Anki Atlan, qui a travaillé là-dessus, c'est merveilleux. Il te prouve comment justement, en 1977, il y a le prix Nobel qui a été décerné à Ilya Prigogine pour la thermodynamique du non-équilibre. Parce que jusqu'à présent, la thermodynamique, surtout de Boltzmann et Maxwell, étudiait à l'équilibre, ok, les structures, donc les échanges de chaleur, etc. Mais en fait, nous, on n'est pas un système isolé. Nous sommes un système dynamique. Dans un système isolé, en effet, il y a l'entropie qui augmente obligatoirement, qui ne cesse d'augmenter. Mais dans un système dynamique, il y a et échange d'énergie et échange de matière. On pourrait dire et échange de chaleur et échange de matière. Et quand, imaginez, vous prenez un sac et dans ce sac, vous mettez plein de petits aimants, et puis vous secouez ce sac, vous ouvrez le sac, et bien tous les aimants auront fait une forme, on est d'accord? Mais ça, Ilya Prigogine a appelé ça une structure dissipative. Vous prenez de la matière, vous envoyez des rayonnements solaires, vous envoyez plein d'électromagnétisme, etc. Boum, ça vous donne la vie. C'est ça la vie. C'est une structure qui essaye de dissiper la chaleur, donc la lumière, du mieux qu'elle peut. Et pour dissiper du mieux qu'elle peut, elle forme une structure. Un très bon exemple de structure dissipative, c'est le typhon. Un ouragan, beaucoup de vent, c'est du chaos, c'est du chaos. Mais tu augmentes l'intensité, tout d'un coup, ça donne une structure, un typhon. Le vivant, c'est ça. Mmh. On a bombardé la matière d'énergie et de mouvement, etc. Et ça a donné la vie. Donc, il y a toujours une structure sous-jacente, comme la structure de l'ADN, puisque nous, c'est ça, en fait. Ce qui perdure, c'est et la structure et le mouvement. Donc, il y a toujours un socle commun, et ça peut être, bah, voilà, comme disait Julien Pineau, vous êtes anxieux par nature. Il y a toujours quelque chose qui est là, mais ce quelque chose, qu'on pourrait dire la génétique, on pourrait dire le C'est patrimoine, on ça. pourrait dire ce qu'on veut, va être bombardé par du bruit, c'est-à-dire de la volatilité, des stimuli incertains qui, eux, vont venir former ce qui est là. Et ça, par contre, c'est de l'épigénétique. C'est des erreurs qui vont être faites par le plan, qui vont permettre la créativité et la nouveauté. Parce que ce plan-là, s'il ne connaissait pas d'erreur, en fait, on n'aurait jamais de nouveauté. Vous voyez, on ferait ce que le plan dit, et on se répliquerait, et on serait tous des clones. Et on n'aurait pas évolué depuis la première cellule. Mais comme il y a de temps en temps des erreurs dans le plan, grâce aux choses qui sont imprévues, on gagne en complexité par le Mmh. bruit, comme disent les théoriciens de l'information. Bon, ce charabia mis à part, c'est vraiment dans ton sens que je veux abonder, c'est qu'il y a des trucs qui peut-être ne bougeront jamais en nous, mais au bout d'un moment, on s'en fiche. Au bout d'un moment, moi, je ferai toujours C'est 1,84 m. ça. Voilà, je vais pas me plaindre de ça. Mais par contre, il y a moyen que je mène ma barque moi-même. Et ça, c'est beau. Je suis entièrement d'accord. C'est cette reprise de Ouais. pouvoir, en fait. Et tu as fait une vidéo, donc je me suis un peu bombardé de tes vidéos Aïe, là ces derniers une jours, c'était pauvre. très sympa et notamment oui, aïe, et notamment celle avec, où tu prends cette métaphore finalement, où tu dis voilà, l'ADN c'est, heu, une espèce de succession comme ça de briques et puis l'épigénétique va venir tailler, va venir sculpter.
Et donc, là où je veux en venir, c'est que sur ma chaîne, j'ai pas mal parlé de génomique avec le docteur Mouton, avec David, Nicolas, enfin voilà. Donc, il y a cette idée d'avoir donc son APOE, etc. Pour ceux qui ne sont pas familiers, on a pu identifier donc des gènes qui, on va dire, donnent une proportion A, plus ou moins forte. Donc, par exemple, il y en a une qui code pour la lactase. Donc, c'est de dire, bah, j'ai plus ou moins de chances d'avoir une production de lactase à l'âge adulte. Voilà. Ok, je prends un exemple très simple. Donc, la lactase, c'est l'enzyme qui nous aide à digérer le lactose, un des sucres du lait. Cette génomique, cette génétique, ce patrimoine avec lequel on est, c'est comme ça. Ça, c'est d'ailleurs ce que le docteur Mouton explique. Il dit voilà, le test, il coûte X centaines d'euros, mais vous le faites une fois dans votre vie. Ça ne va pas changer. Le mois prochain, votre génome, ce sera toujours le même. Et ça, c'est d'ailleurs, je trouve ça entre parenthèses assez intéressant et je trouve que c'est une expérience à faire. Par contre, l'épigénétique, c'est notre environnement. Alors, environnement, juste, il faut comprendre parce que je pense qu'environnement, dans l'inconscient collectif, c'est la nature et tu vois, et la pollution, et voilà. C'est bien plus que ça. C'est nos proches, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on regarde à la télé, c'est l'énergie de notre voisin, c'est tout. L'environnement, c'est tous ces stimuli, internes, externes, voilà. Et tout ça va façonner finalement comment ces gènes vont s'exprimer. Est-ce que j'ai bien expliqué avec le plus de simplicité possible le concept de la différence entre la Non, mais génétique et carrément. l'épigénétique? Je pense que ça éclaire beaucoup pour ceux qui découvrent un petit peu ces termes-là. Le tout génomique, ça a été une grande tendance de la fin du XXe siècle. Si vous voulez, les vidéos du professeur Raoult sont excellentes pour déconstruire tout ça. Et je vous invite aussi à lire ses livres parce que dans, dans le monde, c'est la personne qui a le plus étudié les expressions de gènes et le monde viral, bien entendu. Euh, Comme dans l'embryologie, il y a eu des révolutions, et comme dans les sciences du vivant, il y a eu énormément de révolutions qui ont permis de sortir du déterminisme. Le déterminisme, il nous dit, à des causes vont correspondre des conséquences. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dans le vivant, ça ne fonctionne pas comme ça, et la théorie du chaos, que vous pouvez dire James Blake, si vous voulez, par rapport à la théorie du chaos, et tout ce qui a été fait en mathématiques depuis Mandelbrot avec les formes fractales et autres, nous prouve que ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'il y a des propriétés émergentes qui sortent de ça, qui nous ont permis d'arriver jusqu'à l'épigénétique. Ce que je veux dire, c'est que l'ADN et le génome, on appelle souvent ça le code génétique, et c'est un très mauvais terme, parce que c'est seulement un Mmh, alphabet. C'est pour ça que je prenais l'image d'un bloc de granit. c'est C'est ça. pas un poème, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas un texte écrit, c'est un alphabet. Et libre à nous de faire toutes les Oui, c'est ça. phrases. Tu nais avec des Exactement. lettres et tout est question de voir les mots que toi tu vas Exactement. faire. Et C'est ça l'idée? l'épigénétique, c'est le sculpteur qui va tailler, mais il peut faire le penseur de David, comme il peut faire une grosse bouse qui ressemble à rien, tu vois. C'est exactement ça, le génétique et épigénétique. Donc, vous avez un alphabet, libre à vous d'en faire un poème. Vraiment. Ok, vous n'avez pas la lettre E. Bon, ça va être la merde parce que la lettre E, elle est très importante. Mais vous pouvez quand même faire un poème sans lettre E. Il y a des poètes qui l'ont fait, quoi. Donc c'est pour ça que Ouais. non seulement il faut revoir notre définition de ce que c'est l'ADN, et il n'y a rien de déterministe dans l'ADN, grâce notamment à la découverte de l'épigénétique, mais en plus se dire que ce dogme-là de la génomique ne regarde que les gènes codants, que les gènes qui font des protéines. Et ça ne représente même pas 1% du génome. C'est-à-dire qu'il y a 99% d'autres gènes. On appelle ça la junk DNA. On ne sait pas à quoi ça sert. Ouais. Donc, il faut arrêter. C'est-à-dire, C'est probablement pas très junk d'ailleurs. C'est exactement. probablement juste qu'on n'y C'est comprend comme quand rien. on disait, bon, il Ouais. y a les neurones et puis bon, les trucs matière blanche, là, on va appeler ça cellule gliale, ça sert à rien. Tu parles. C'est ce qui permet tout le reste. C'est la nourriture des neurones. Enfin, tu vois, donc on en est au même point. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup Ouais. de recul par rapport à toutes ces tendances-là et ces mouvances. Dire, les gars, la génomique c'est bien, mais déjà ça fait peur aux gens parce qu'ils se disent, merde, autant j'ai un truc, tu vois. Puis je vais faire. Tu vois, déjà il y a une espèce d'angoisse autour de ça. Euh, et Mmh. surtout, c'est le message contraire de l'hormèse de ce que je voulais dire, pardon, de tout à l'heure, c'était l'espoir. J'ai Non, l'impression que vas-y. Oui. ça arrête, ça fige les choses. Non, il n'y a rien qui est figé, vous inquiétez pas. Voilà.
C'est ça, après je trouve qu'on en revient toujours à cette lecture. Est-ce que j'ai une lecture plutôt déterministe ou est-ce que j'ai une lecture, tu sais, un peu Oui, plus growth mindset comme on dit? Où en fait l'idée c'est que, tu vois, moi j'ai fait mon génome quoi, hein, j'ai fait tester mon moi ADN tout aussi. ça et moi je l'ai pris dans l'autre sens. Je me suis dit: «C'est de l'info en plus. C'est juste une information en plus». Après, je vais te donner un exemple super concret. Dans mon génome, je code, enfin, a priori pour la lactase. OK? Donc, a priori, je peux avoir, de la lactase à l'âge adulte. Sauf que, bah, j'ai eu mon problème d'intestin, de ceci, de cela. Factuellement, je ne peux pas bouffer de Pareil, lactose. ouais, c'est le même truc. Je je le vois, je le vois. Je veux bien dire que tu as la Ouais, lactase, tout ce que tu veux. Mec, j'ai quand même l'info que quand je ça bouffe du marche pas. lactose, c'est la Mais cata dans mais mon ventre. Et là, le docteur Georges Mouton explique que potentiellement, ma bordure en brosse a été abîmée, et cetera, et donc je produis plus, machin. Et voilà. Oui, mais donc ça, c'est l'exemple typique de, il y avait un background génétique qui a été modifié par ma vie, mon environnement, peu importe. Mais de facto, moi, je vois bien que, tu vois, et donc je le prends juste comme une info, certainement pas comme quelque chose de, tu vois, les APOE4 qui ont X fois plus d'Alzheimer, tout ça, et ben, tu sais quoi, moi je me suis dit, bah, tu sais quoi, tant mieux. J'ai qu'à faire encore plus gaffe à ce que je bouffe et à pas faire n'importe quoi comme avant, parce que comme ça, je mets encore plus de chances de mon côté, exactement, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de le bien voir sûr. comme ça, en Mais fait. alors c'est clair qu'il y a moyen d'avoir un positionnement par rapport à ça qui est tout à fait, un positionnement d'adulte, j'ai envie de dire. Cependant, c'est pour moi, ce qui devrait popper dans notre tête de manière flagrante et pertinente, c'est: «Ah mais en fait, le gène, l'ADN, seul, il n'existe pas de manière isolée. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune expression de la lactase, ou en tout cas ça ne rentre pas en compte, si la circulation sanguine n'est pas là, si ma bordure en brosse n'est pas là, si mes entérocytes, si ceci, si cela, si mon foie, en fait, non, c'est ça. Avoir une pensée systémique et parler du côté holistique, comme on le dit souvent dans le monde du dev perso, ça veut dire oublier l'analyse. C'est-à-dire, à chaque fois que vous me parlez d'analyse, je n'écoute pas. Parce que l'analyse, ça veut dire décontextualiser, sortir du contexte. Ouais. Montre-moi quelque chose dans l'univers qui n'a pas de contexte. Montre-moi une molécule sans contexte. Ouais. Ça n'existe pas. Vous me parlez de gènes, en les analysant, sans contexte du corps humain, de la bordure en brosse, du foie, de la circulation sanguine de la personne et de l'idée qu'elle se fait de la nourriture. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. On va parler d'entraînement, Ah, enfin, parce que je pense que quand ça fait même. partie, ouais, ça fait partie quand même de nos euh, Ouais. stresseurs. Préféré? Avant ça, je trouve que ce serait intéressant, même si c'est beaucoup trop tard dans la discussion, on s'en fout, on va quand même le faire. Je pense que le terme d'hormèse, peut être, mal compris et en ce compris par moi, donc je suis content d'avoir un expert pour, clarifier tout ça. L'hormèse, déjà, tu choisis systématiquement de l'écrire avec un Oui. H majuscule, pour commencer. Je pense que c'est intéressant d'expliquer peut-être, le pourquoi et en fait, l'idée, c'est qu'on a je pense qu'il y a une grosse confusion entre ce que c'est un stresseur, un stress et une réponse et je pense que tout ça, heu, peut-être de manière accessible, parce que je sais aussi que tu peux partir extrêmement loin, donc reste à la hauteur de moi d'abord pour commencer, s'il te plaît. Mais l'idée, c'est que quel est le rôle du bain froid? Quel est le rôle de l'humain qui fait le bain froid? Tu vois, quel est le rôle de la récup après le bain froid? Enfin, voilà, peut-être nous Bien expliquer sûr. ça, parce que j'ai vu trop de gens, typiquement, faire bas froid, respiration, entraînement, ta, 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 et se dire, mais je comprends pas, je suis tout aussi fatigué qu'avant. Bah, il y a peut-être des choses à voir. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Pour bien comprendre l'hormèse de manière simple et imagée, on va prendre l'image du trampoline. Moi, j'aime bien cette image-là. C'est-à-dire que si vous voulez sauter le plus haut possible avec l'aide d'un trampoline, il y a plusieurs choses à considérer. C'est-à-dire l'élan que vous allez prendre, le saut, donc c'est-à-dire votre chute vers la toile, la qualité de la toile, et puis après le rebond, c'est-à-dire jusqu'où vous montez. Est-ce que le trampoline vous permet de dépasser votre point de départ? Vous sautez plus haut que votre point de départ? Bon, bah, le trampoline vous a servi à quelque chose. Ok. Par l'hormèse, par les pratiques de l'hormèse, on essaye d'avoir un gain, une amélioration. Donc, euh, ce n'est ni le bain froid, ni l'apnée, ni la séance de sport, l'hormèse. C'est
le gain, le rebond positif qu'il y a derrière. Donc il faut que ce soit, si on reprend notre trampoline, et une course d'élan, une bonne course d'élan et une chute vers la toile qui soit bonne, et votre toile, c'est-à-dire vous, votre terrain, votre physiologie, votre santé actuelle, articulaire, musculaire, etc., qui soit bien adaptée à la chute, et derrière que vous constatiez qu'il y a un gros rebond. Donc, c'est ça, tout ça qui constitue l'hormèse, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, par exemple, la douche froide, il faut que le stresseur, c'est-à-dire l'événement extérieur, ok? Le stresseur, c'est l'événement extérieur qui va venir créer un état de stress interne, ok? Stresseur extérieur, réponse du corps, stress interne. Eh bien, il faut que le Mmh. stresseur provoque un stress interne qui, sur le long terme, provoque une adaptation positive, un renforcement. Exemple, je prends une douche à 12 degrés pendant un mois, et ben le mois suivant, j'arrive à descendre à 10 degrés, puis après à 8 degrés, puis j'augmente ma capacité à faire de la thermophysiorégulation. Le sport, Mmh. je fais un deadlift à 100 kilos. Le mois prochain, je fais 105, puis après, je fais 110. Je sens que mon corps, en fait, crée des adaptations positives en renforçant mes structures musculaires, tendineuses, etc., et ma coordination pour soulever plus lourd. Ok, il y a un gain. Mais ce gain, je ne veux pas partir trop loin. Non, non, j'allais partir de la théorie de l'information de Shannon. Donc non, je ne pars pas trop loin. Ce gain, il est toujours en perspective avec votre propre point de vue et vos objectifs. Parce que si vous commencez à raidir vos tissus musculaires, tendineux, etc., en devenant massif et en faisant des gros deadlifts, peut-être que vous allez perdre en vitesse et en agilité. Les qualités athlétiques, il y a parfois Oui. un peu des interactions comme ça. Bien qu'on peut aller, le CrossFit nous l'a démontré, très loin en étant polyvalent. Euh, Mmh. donc, c'est une question de point de vue. Vous avez un objectif, et pour parler de Carl Friston, progresser vers un objectif positif, c'est une réduction de l'entropie. Donc, vous avez un objectif, mettez en place les stresseurs comme le froid, le chaud, le sauna, la respiration, le sport, le jeûne intermittent, ce que vous voulez, pour atteindre cet objectif-là, en veillant bien à est-ce que ce stresseur est puissant et il me fait réagir? Est-ce que Mmh. j'ai une bonne phase d'intégration derrière pour récupérer? Ça, c'est le repos, le sommeil, puis la détente aussi mentale, tout ça. Et est-ce que visiblement, en toute objectivité, je constate une amélioration? Là, c'est là où être pointilleux, prendre des mesures, peut avoir sa place. Voilà. Plus comme un plus comme une observation. C'est-à-dire a posteriori, j'observe que maintenant, l'eau à 10 degrés me convient bien et pas, je vais aller dans l'eau à 10 degrés et je vais tenir le Exactement, coup. Ça, c'est pas la même chose. C'est plus une mesure, ça devient un exactement. objectif et comme dit, Julien énormément, ça cesse d'être une bonne mesure quand ça devient un objectif. Hem, L'idée là-dessus, c'est que, tu vois, j'ai noté l'exemple en fait de quelqu'un qui, était, dans un état de stress, d'inflammation, de surpoids, et cetera, qui mentalement ne s'arrête jamais. C'est quelqu'un vraiment, c'est du matin au soir, il dit: «Je me réveille en forme, je m'endors en forme, je suis en forme tout le temps. J'ai tout le temps envie de faire des trucs». Cool. Sauf que, on voit bien que dans le système, il y a un truc qui va pas. Tu vois? Problème digestif, problème inflammatoire, difficulté à perdre du poids, à faire du muscle, et cetera, et cetera. Et là, ben, sa réaction assez spontanée, naturelle à lui, c'est plus. Donc, on va faire du froid, on va faire de l'entraînement en plus, on va aller marcher, on va faire de la zone 2, on va faire de la respiration, on va faire X, on va faire Y. Et autant on voit à quel point ajouter des stresseurs fait du bien, autant on sent aussi bien que s'il n'y a pas cette phase d'intégration dont tu parles, cette phase de repos, qu'elle soit physique et mentale, je pense que c'est très important. Et là, je peux te donner mon exemple aussi là-dessus, c'est assez intéressant. Sans ça, finalement, ton bain froid, il a servi, il est même potentiellement Exactement. contre-productif. Exactement, c'est pour ça que l'hormèse, j'ai dit, c'est pas le bain froid, c'est pas la séance de sport, c'est la constatation objective d'un gain, l'amélioration. Tu sais, l'hormèse, tu dit: «J'ai écrit avec un H majuscule» parce que c'est juste une explication un peu plus poussée de l'homéostasie. C'est juste, l'homéostasie 2.0. Donc pour moi, c'est un grand principe et les grands principes, on met des majuscules, tu vois?
C'est pour lui donner de la Mmh. prestance. Mais l'hormèse a été estampillé, ce mot-là, en 1888 par Hugo Schultz, qui était un toxicologue et qui voyait que quand il mettait un peu de poison sur une levure, ça les faisait proliférer. Mais il voyait la prolifération. Il voyait que la Oui. stimulation crée quelque chose de plus complexe et de plus volumineux, etc. Donc, c'est là où le pas de recul est difficile à prendre pour une personne comme le client dont tu me parles, qui baigne dans la dopamine. C'est-à-dire les voies dopaminergiques, c'est les voies du gars qui appuie sur plus et qui ne connaît que le bouton plus. Nouvelle dose. Give Voilà, me more. addiction. En fait, c'est la voie de Ouais, l'addiction. Donc ouais. la voie de l'addiction, c'est juste, qu'est-ce que je vais faire pour avoir la nouvelle dose? Et le truc, c'est que toutes les voies de l'hormèse stimulent les voies dopaminergiques. Le bain froid, l'exercice physique, on connaît un moment où les catécholamines, donc la cascade tyrosine, dopamine, noradrénaline et adrénaline, cette cascade-là d'enzymes et d'hormones et de neurohormones, s'auto-alimente. Et vraiment, dans le désir est perpétuel. Le plaisir est éphémère. Prendre plaisir à ce que l'on a, ici et maintenant, dans le cocon et dans le moment présent, c'est très éphémère. C'est pour ça que dès que vous avez Ouais. vous venez d'acheter le dernier iPhone et la dernière voiture, vous voulez autre chose. Par contre, et donc le désir, lui, est éternel. C'est difficile de faire sortir quelqu'un qui est dans une roue comme ça, parce qu'il faut lui faire comprendre qu'il faut sortir de la roue de temps en temps. Pas simple, c'est comme Ouais. enlever à un junkie sa cam. Donc, ouais, il faut y aller graduellement, avec pédagogie, pas simple, mais ça peut se faire, quoi. Ouais. C'est ça parce que du coup, tu vois, je lui proposais, je dis: «Ben, par exemple, tu pourrais aller te balader sans rien», tu vois? Et là, le réflexe, c'est: «Bah oui, mais alors je vais mettre mon cardio-fréquence-mètre, je vais aller à tel Écouter un respi», tu vois? podcast, Et hop, on est ouais, reparti, exactement. quoi. Ouais, bien sûr et ça, moi, c'est plutôt j'ai moins ça physiquement, moi, j'ai plus ça dans l'agitation mentale où c'est très compliqué pour moi de poser le cerveau. C'est quelque chose que je dois Mmh. faire, tu vois? C'est quelque chose que je dois, choisir volontairement et qui est un effort pour moi de poser mon cerveau. C'est vraiment un truc, voilà. Alors je constate que ça me fait du bien, mais c'est pas comme aller à l'entraînement. Aller à l'entraînement maintenant, c'est dans ma nature. Je fais plus d'efforts pour y aller. Bon, parfois je me mets des trucs atroces et c'est dur, mais c'est pas un effort d'y aller. Poser mon cerveau, c'est un réel Mmh. effort et je pense que là, je suis très content d'avoir ton avis. C'est que peut-être aussi que ces stresseurs, donc l'entraînement physique, que ce soit la musculation, le cardiovasculaire, que ce soit le jeûne, le machin, peut-être aussi qu'il faut aller, vers celui de manière progressive, vers celui qui est le plus intimidant. Parce que je me dis que c'est celui-là qui va créer le plus d'adaptation, pour peu qu'on se laisse l'occasion d'en Clairement. récupérer. Heu et donc je vais répondre «oui» à ça, puis après j'ai développé, mais je vais répondre aussi à l'inverse. Pour les méthodes qui te permettent de poser le cerveau, il faut que tu utilises la méthode qui est la moins intimidante et qui va te permettre de poser le cerveau. Moi, je pose le cerveau quand je lis, Oui, tu vois? Par contre, si tu me demandes de poser le cerveau oui, quand je me balade, non. Quand je me balade, je répète mes conférences. Quand je me balade, je fais même des podcasts à haute voix. J'enregistre des podcasts. J'ai pas envie de poser le cerveau quand je me balade. Il y en a qui regardent la nature et c'est leur truc. Donc, OK. pour posage de cerveau, je pense qu'il faut qu'il y ait le moins de friction. Et pour bénéficier le plus de leur messe, c'est clair que le maximum de friction engendrera sans doute le maximum de croissance. C'est-à-dire, vous avez vraiment pas envie de faire le bain froid aujourd'hui. Ben, je peux vous dire que si vous y allez quand même, vous allez engendrer en vous une force mentale, et c'est vraiment ce côté-là mental qui sera tout autre La que si vous vous résilience. dites: «Ah cool, je vais Ouais. faire mon petit bain froid du jour, j'aime bien ça» et cetera. Bon, donc voilà. En effet, c'est super intéressant ce que tu viens de nous partager parce que, cette friction-là, entre ce que je veux faire et le côté un peu limbique de: «Il y a un truc qui me repousse», il faut savoir jouer avec ça, aussi bien du côté de, l'hormèse que du côté de, moment d'intégration ou poser le cerveau. Ouais, on a cette tendance à, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est savoir quand c'est le moment d'aller dans une porte d'entrée sans Ouais, friction. Par exemple, pour les changements alimentaires, moi, je pense qu'il faut aller vers des ports d'entrée avec le moins de friction clair, possible, pour vraiment se mettre des chances de clair. son côté, pour créer des changements stables, tu vois, quand on veut changer la Mmh. systémique. Maintenant, ce que je cherche, c'est un stress aigu. Bah là, justement, il faut aller vers le truc qui te fait flipper, quoi. Vers le truc qui t'intimide, vers le truc qui te, tu vois. Et
Bah, forcément, tu vois, à force d'avoir jeûné, à force d'avoir fait du sport, bah, ces 2-là Mmh. m'intimident beaucoup moins. Alors j'ai pas du tout envie de le faire, mais si tu me dis: «Demain, il faut jeûner 3 jours», ça m'emmerde, mais je vais le faire. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Voilà. Tu me parles de tout ce qui est, apnée et tout. OK, on va y Bah, aller, mais là, par contre, ouais, on c'est va à la viens, guerre. Ouais, ouais, tu ouais. vois? Ah ouais, ouais, là, ça va être la guerre, quoi, tu vois? Et donc, je pense que et donc on va arriver à l'entraînement parce que je pense que pour les ceux qui nous suivent aussi respectivement, il y aura aussi un intérêt de ce côté-là. C'est que c'est la même chose dans l'entraînement et c'est pour ça que j'aime autant Strong Fit et que je Bien continue sûr. à proposer ces valeurs et à les faire circuler et à donner des séminaires et machin. Parce qu'il y a cette véritable logique justement de l'inconfort. Du, tu as l'habitude de, eh ben, tu sais quoi? On va faire autre chose. On va te sortir de cette habitude. Parce que la chronicité, la linéarité dans l'entraînement physique, elles Ouais, sont partout. ouais. Partout, partout, partout. Les gens préfèrent faire Irox que CrossFit parce que c'est plus linéaire. Et ils préfèrent faire voilà, des AMRAP de 20 minutes avec 3 mouvements parce que c'est plus linéaire. Quand je dis il va falloir prendre un sac, un éco-bike et en 2 minutes 44 être défracté et ne plus avoir envie de sauver son âme, on ne sait plus comment faire, ben là par contre, on met les freins. Et c'est normal. Je pense sincèrement que c'est naturel. Personne ne se dit, oh oui, génial, je vais aller crever, sauter du haut d'une falaise. Tu vois ce que je veux dire? Mais faire ce Mmh. choix-là, faire ce choix d'y aller, là où je te rejoins, c'est que c'est extrêmement récompensant après. Il y a une vraie fierté, une vraie. Et avec, on fera un épisode sur la dopamine, on en a Ouais. parlé, et je me réjouis qu'on le fasse vraiment, parce que j'ai un million de Ah, trop questions à bien. te poser. Mais dans l'idée, c'est que, par exemple, Andrew Huberman explique que moins tu as envie de faire la chose, plus derrière ta récompense hormonale va Ouais. être forte. J'ai Ah ouais, tu compris ça? développes surtout une structure dans le cerveau qui sont découvertes, enfin qu'il a partagé justement quand il recevait David Goggins pour la deuxième Oui, fois, pour la première. Oui, c'était pour la première en fait, il avait reçu qu'une seule fois. Ah oui, pour la deuxième. deuxième. Ah oui? Je sais plus. Ah oui. Mais Non, 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 c'est toi qui as raison, il l'a reçu qu'une seule fois, mais c'est c'était ça, pour son voilà, deuxième c'est livre. ça. Si vous n'avez pas vu cette interview de David Goggins, moi j'adore évidemment ce qu'il fait, enfin cette personne. Regardez celle d'Andrew Huberman. Je l'ai revu plusieurs fois, j'ai à chaque fois envie de pleurer. Ils sont tous les 2 les yeux dans les yeux. Incroyable. Il se lâche pas et c'est Ouais. incroyable. Et là, on trouve le vrai David Goggins, c'est-à-dire, on croyait, comme disait Huberman, on croyait que c'était le stick et la carotte, le bâton et la carotte, que tu te tapais pour avoir une récompense. Il dit non, c'est uniquement le bâton. C'est uniquement me mettre dans des situations inconfortables que je ne désire pas, parce que je sais que quand je ne suis pas dans ce donjon, comme il dit là, je n'aime pas la personne que je suis. C'est purement, en fait, l'extrapolation de ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'amour-propre. C'est-à-dire que la mise au challenge par l'épreuve me redonne de l'amour-propre. Lui, il est à 100% là-dedans. Même, il ne connaît que ce monde-là et il ne veut pas qu'on l'en sorte. Donc, libre à lui, libre à chacun de vivre sa vie. Mais bref, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Il parle de cette Ouais, structure euh, qui est d'autant plus développée, moins on aime la chose et ouais, quand on la fait, le développement de ces structures-là, j'ai oublié le nom, est encore plus exactement. forte. OK, parlons d'entraînement physique. Hem, est-ce que tu défends comme moi le concept que tout le monde devrait faire de la Mais musculation? clairement, on a un groupe musculaire qui est là, qui est notre plus gros organe, on pourrait dire, entre guillemets. Il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Il y a les grands monsieur de la naturopathie que sont Pierre-Valentin Marchesso et tant d'autres, et Paul Carton, qui ont donné naissance à la naturopathie que j'aime beaucoup, qui m'a formé. C'était des gros solides, quoi. C'était des solides. Ils mettaient tout le monde avec des poids dans les mains, parce qu'ils savaient en fait que cette pompe musculaire, là où il y a du sang, il y a de la vie, il faut faire bouger tout ça. Vous aurez beau manger les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, la meilleure viande, du haché féroce, ce que vous voulez, si vous bougez pas les muscles, bah ça va mal se passer. Donc, je te rejoins. Ça dépend comment on définit le terme musculation, mais ouais, clairement. Ouais. Renforcement musculaire, activation musculaire, ce que tu veux, quand je dis musculation, c'est on va soumettre nos muscles à un stress, pour qu'ils Exactement. s'adaptent. Est-ce que tu peux m'aider à faire passer ce message et me dire, nous dire,
quels vont être un, 2, 3, 4 bénéfices Ouais, concrets que les gens peuvent ressentir? Parce qu'il faut que tu saches que sur cette chaîne, j'ai beaucoup de gens qui sont euh, très intéressés par l'alimentation, par le jeûne, par l'alimentation anti-inflammatoire, et qui voient le sport comme de l'activité physique, ce que je trouve très cool, à savoir, je vais marcher, je jardine, je vais faire un peu de vélo. Et tout ça est bien mieux que de rester dans son canapé c'est clair, 100%. Parce que bien c'est ce sûr. qu'on me dit souvent, oui, oui. Et j'aimerais que tout le monde fasse une activité musculaire, spécifiquement musculaire. Tu veux faire des pompes, des squats, de la musculation, du crossfit, du pilates, machin, challenge tes muscles d'une manière ou C'est d'une clair. autre. Alors, pour donner des Pourquoi? arguments, la longévité déjà. Vous voulez vivre longtemps, en bonne santé. Vous voulez avoir un système, voilà, hormonal, vasculaire, et cetera, en bonne santé. Hem, En fait, les groupes musculaires sont si importants que ce sont eux les premiers facteurs de votre, densité osseuse. On a Hmm. un squelette qui, lui, joue des rôles, heu incroyablement important dans votre santé, encore sous-estimé, mais la densité osseuse, c'est quelque chose, surtout chez les dames après la ménopause, qui est vraiment problématique. Si vous ne prenez pas soin de vos muscles, parce que la loi de Wolff, c'est une loi qui explique bien, c'est vraiment une expression de la loi de l'hormèse, hein, que les muscles, quand ils s'activent, comme ils sont attachés sur les os, créent une Hmm. torsion sur les os qui permet en fait aux ostéoblastes et aux ostéoclastes de structurer l'os, de faire la densité osseuse, de faire entrer le calcium dans les os pour avoir des os solides et gros et épais, qui est l'un des premiers marqueurs, toute cause de mortalité confondue. Quand on a une densité osseuse qui est forte, on a beaucoup plus de chances de vivre longtemps et en bonne santé. Donc voilà, vous voulez longtemps vivre avec vos enfants, vos petits-enfants, sans problème de santé majeur ou quoi, soulevez des charges lourdes régulièrement dans la journée, dans la semaine je veux dire, mais même dans la journée si vous voulez, plusieurs fois par jour, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, il va falloir utiliser, des gros moteurs du corps que sont les hanches, les genoux, les épaules, pour activer tous les groupes musculaires de la face antérieure, de la face postérieure, peu importe, comme tu l'as dit Jack, de la manière que vous voulez, en passant par le crossfit ou la musculation ou peu importe. Mais ça, premièrement, densité osseuse. Deuxièmement, gestion hormonale. Il n'y a pas de groupe Hmm. d'organe qui a plus de récepteurs à l'insuline dans le muscle, dans le corps, pardon, que les groupes musculaires. Vous allez débarrasser le glucose de votre circulation sanguine, réguler votre glycémie sanguine comme, voilà, comme aucun autre outil ne le permet quand vous bougez vos muscles. Ok. Donc tous les problèmes hormonaux qui sont liés au cortisol, qui sont liés à la résistance à l'insuline, etc., il n'y a pas d'outil plus puissant que le mouvement, que la musculation, faire un travail de résistance. Le cardiovasculaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que, vous savez, les éléments figuratifs du sang, ils sont en suspension. Quand on dit en suspension, dans une solution, dans un liquide, ça veut dire que, prenez une bouteille, vous mettez du sable, à partir du moment où vous arrêtez d'agiter la bouteille, le sable se dépose au fond de la bouteille, on est tous d'accord. C'est pareil pour votre sang. Il va se faire des dépôts calciques, des dépôts de lipoprotéines, pour pas dire cholestérol, dans votre corps, si Hmm. ça ne bouge plus, en fait. Et le problème du retour veineux, pour retourner au cœur, c'est que ça ne bénéficie pas de la pompe cardiaque. Il faut exercer une pression par les muscles, qui sont tous des mini-pompes en fait à sang, pour faire circuler tout ça. Donc, mon ami Alex Dana, qui est président de Live Mentor, a écrit un livre qui s'appelle La chaise qui tue, pour dire à quel point la station assise nous tue. Tout simplement, nous tue. Voilà. S'il y a bien quelque chose qui nous tue, c'est la sédentarité. Donc, marcher, c'est super, 10 000 pas par jour si vous voulez, mais utilisez vos muscles avec des poids, utilisez vos muscles. Voilà, c'est tout. Cardiovasculaire, hormonal, densité osseuse, voilà. On peut mettre d'autres arguments, mais vraiment, c'est essentiel. Pas pour devenir Schwarzenegger, on s'en fout de ça. C'est vraiment pour être en pleine possession de votre potentiel. Je suis entièrement d'accord. Et après, tu dis pas pour Schwarzenegger. Et en même temps, j'ai fait un petit email là-dessus. Je ne sais pas si je l'ai déjà envoyé, je crois que oui. Où j'explique aux gens que je pense que c'est important de se faire un beau Mmh. corps à ses propres yeux.
Et là, je sais que ça va gueuler parce que oui, mais l'esthétique, les réseaux sociaux, les influenceurs, je te parle pas de ça. J'ai dit à tes propres yeux. Parce que le moment où tu te fais un corps que tu estimes euh, joli, c'est pas le fait d'avoir un beau corps, je pense, qui va changer ta vie. C'est la confiance que tu peux avoir maintenant dans ta capacité à l'avoir fait, à être devenu la personne, les réflexes, les habitudes de quelqu'un qui a ce Mmh. corps-là. Et c'est infiniment puissant, comme quand tu dis: «Le bain froid, il était très, très froid et j'avais pas envie d'y rester et j'y suis resté quand même», tu sors, tu es fier. Il y a vraiment ce truc. Moi, je l'ai vu dans les yeux des gens à qui on a fait des initiations bain froid, ils sortaient avec les yeux: «Oh, waouh!» Tu vois? Genre, je l'ai fait, quoi. Et ben, se faire un beau corps, pour moi, c'est la Mmh. même chose. D'autant plus si tu as eu des complexes par le passé. D'autant plus. Parce que, tu vois, ce truc de c'est jamais assez, je n'ai pas une grosse estime de moi, etc. Eh ben, l'esthétique de ton corps fait partie de ça. C'est un des facteurs. Ça peut être ton intelligence, ta capacité à gérer tes relations, ton isolement, peu importe. Mais si tu te regardes dans le miroir tous les matins et que tous les matins tu te dis j'ai encore dégueulasse, eh ben, ça va être compliqué de te faire une bonne estime de toi, j'en suis certain. Si tu as un corps qui correspond pas aux standards de la société, mais que tu trouves beau, all good. Pour moi, tranquille. À partir du moment où tu es en bonne santé, machin, d'accord. À partir du moment, pour moi, c'est OK. Mais ton standard à toi, tu sais, tu as des gens qui aiment bien d'être massifs, un peu gras, des gens qui aiment bien d'être super secs, des gens qui aiment bien, tu sais, les formes, peu importe. Est-ce que tu te plais? Et je te dis ça parce qu'à presque 39 ans, c'est toujours un On est combat du d'accord, quotidien, d'accord? Donc je suis on est très, très d'accord. bien passé pour en parler. Mais je vois la différence. Je vois la différence quand je me regarde dans le miroir et que je me dis: «Putain, c'est pas mal». Et ben, je vois la différence dans mon estime de moi par rapport à quand, j'ai pu par le passé ou encore parfois, enfin, il y a quelques années, tu vois, peut me laisser aller et me dire: «Non, mais ça, c'est pas OK, ça va pas, je suis pas bien, j'aime Et puis pas». ça Tu vois? infuse, bah, Je trouve que ça a un impact vraiment, fort. j'abonde dans ton sens, hein, clairement. Ça infuse dans tout le reste de ta journée, dans toutes tes relations, dans tout ton comportement, en fait, global. Le manque d'amour-propre et la fierté, c'est tellement important. C'est pour ça que une phrase que je martèle, c'est: «Prendre soin de soi est le plus haut degré d'altruisme». C'est vraiment prendre soin de soi, c'est c'est pas égoïste. C'est vraiment, ça te permet, en fait, de rayonner quelque chose qui où tu vas te permettre la bonté, tu vas te permettre, l'empathie. Mais parce que si tu n'as pas, pour toi, de l'amour-propre, comment veux-tu donner de l'amour? Si tu Comment veux-tu donner quelque chose que tu n'as pas? Donc vraiment ça passe par ça et je pense que cette citation, cette phrase, elle allait c'est un contre-pied, en fait, d'une phrase que disait Charles Poliquin, qui disait: «La médiocrité, est le plus haut taux d'égoïsme». Qui était basé uniquement sur la négativité et donc j'ai pris le pendant inverse de parler que de la positivité, mais ça veut dire la même chose, c'est-à-dire vous acceptez d'être médiocre à vos yeux, évidemment, c'est un jugement subjectif. À vos yeux, vous acceptez la 100%. médiocrité, vous allez rayonner ça dans votre posture, dans vos mots, dans vos paroles, dans tout, en fait. Et ce que tu disais, c'était très important et j'avais écrit un essai pour parler pop culture un petit peu sur le Seigneur des Anneaux. Tu vois, au début du Seigneur des Anneaux, tu as Bilbo et Gandalf qui sont chez Bilbo. Et Bilbo dit: «Je veux revoir les montagnes, Gandalf, les montagnes. Je veux partir. Tu vois, repartir à l'aventure». Parce que Bilbo, il a l'anneau unique et ça le rend immortel. Il a 120 ans, il a toujours un corps jeune, mais il s'emmerde. Il est dans sa cahute. Tu vois, ça fait 120 ans, il n'a pas bougé, tu vois? Et il veut du changement. Et je pense qu'on a une aversion au non-changement. On a une aversion à ça. Qu'est-ce qu'on regarde comme vidéo sur YouTube? On voit les transformations, c'est les transformations de vie, les avant-après. Ouais, Ça nous fascine de voir le changement. Mais carton. ouais, on veut le changement et on veut le changement aussi pour nous. En fait, quand tu constates que tu t'es transformé, peu importe la manière, intellectuellement, peu importe mentalement, physiquement, en fait, il y a un truc en toi qui est un mélange de fierté, d'amour-propre et qui te rend invincible, tu vois? Invincible, tu ne désires plus, il y a plus de jalousie, il y a plus de désir d'être autrui. Tout d'un coup, tu es fier de toi et ça te suffit, tu vois? Tu veux pas être dans les baskets d'un autre. Je trouve que cette aversion au non-changement, que quand ça stagne, en fait, ça nous ronge.
C'est ça qu'on voit, en fait, dans la vie des gens, c'est que c'est stagnant et linéaire et ça les ronge. Absolument. Tu vois? Ils veulent du changement. «Tiens, je vais faire un Aerox. Tiens, je vais faire un truc». Pourquoi? Parce que je veux transcender ma situation. Je veux la dépasser. Je veux quelque chose de nouveau, je veux du changement. Donc voilà, on dit souvent: «Ouais, l'être humain, il a peur du changement». OK, il a de l'appréhension par rapport au changement, mais je pense qu'il est attiré par cette lumière-là. Voilà. Ouais, ce paradoxe, je crois qu'il va, parler à beaucoup de monde. Dans le guide de l'hormèse, tu proposes tu proposes des séances d'entraînement, qui sont, évolutives et il y en a une ou 2 que je vais Ah, tester. laquelle? J'ai pas encore fait, mais je sens qu'il y a ah bah, l'act out, là, il faut absolument, hein. C'est typiquement, le genre d'effort, que je connais et dont je sais, les effets. Les effets, à la fois, physiologiques évidemment, mais particulièrement, mentaux, psychologiques. Je veux dire quand tu sors de ces entraînements-là, il y a un changement qui s'est effectué, Ouais. chez toi. Comme on a dit, on va parler de la dopamine dans un autre épisode. S'il y a bien le genre d'entraînement qui va te laisser dans un état après un peu, tu sais, en mode, ah, ça c'est fait, je me sens bien, j'ai le Ouais. cerveau, tu vois, bah, c'est ce protocole Lactout. Est-ce que tu veux bien le Ah oui? spoiler, même s'il est dans le Bah, livre? attends, je Tu vais veux le bien prendre, raconter? pour pas dire n'importe quoi et pour pas me tromper. Allez, tu l'as toi sinon? Sous les yeux? Bon, je vais le trouver OK. rapidement. Bah, le concept, quoi. Le concept même, tu vois, mais en gros, cet entraînement, il va nous permettre d'accumuler donc ce lactate et puis justement de venir l'oxyder, le faire Exactement. circuler. Donc voilà, c'est quelque chose dont on a beaucoup, beaucoup parlé avec Julien Ouais, Pinault, évidemment. Protocole, vas-y, protocole tu vas Lact trouver en moi. Out. Minute, minute 1, effort maximal. Mouvement recommandé selon le niveau pour les débutants, jumping jack, squat. Entre parenthèses, si vous n'avez jamais fait de squat, vous pouvez mettre une chaise derrière vous. Down up, donc c'est le fait de se mettre en planche et puis de se remettre debout. Ou appareil elliptique, vélo elliptique et tout, c'est très sympa. 1 minute d'effort maximal, je donnerai les options avancées juste après. Et puis 1 minute d'effort modéré. Mouvement recommandé, jogging, rameur, jumping jack, appareil elliptique. Donc, par exemple, je vais sur mon appareil elliptique et pendant 1 minute, je tiens la cadence maximale que je peux faire pendant 1 minute. Il y a souvent des compteurs de RPM, de watts ou quelque chose qui peuvent vous donner une indication. Et puis, vous redescendez du coup en intensité pour la minute suivante. Et la minute 3, on est en repos et tu proposes de la marche, ce qui à mon avis est assez intéressant, même si peut-être que certaines fois vous aurez juste envie de vous asseoir et que je pense que c'est OK aussi. Parce que les options pour les avancer sont des burpees complets où là il faut se coucher par terre et se relever, des sprints, donc courir, donc pour les meilleurs ça fera autour des 400 mètres, donc il y a moyen que ce soit vraiment intense, squat sauté, fente Mmh. sauté, rameur ou airbike. L'airbike étant ce qu'on appelle communément dans le crossfit la machine des enfers. Avec les gens qui ne connaissent pas le sled, Oui, qui est lui exactement. Lucifer en personne. L'idée c'est que on va donc, est-ce que et donc on va faire, il est écrit niveau débutant, on va faire seulement 3 tours, donc 1 minute on, 1 minute endurance relax, 1 minute repos, 3 fois, donc ce qui nous fait un protocole de 8 minutes au final, hein. C'est quand même assez accessible. Et puis niveau intermédiaire, 5 fois et niveau avancé, 8 rounds. Et donc là, si mes calculs sont bons, 8, 2 plus 7, 23 minutes. Donc, vous me direz si je me suis trompé dans les commentaires. Moi, j'aime beaucoup ce protocole parce que on va aller à la fois observer des zones d'intensité qui sont extrêmement inconfortables. Pour avoir déjà fait des efforts maximum d'1 minute, c'est très très difficile. Et à la fois, on va se permettre cette recirculation, cette réoxygénation après. Et je sais à quel point ces efforts-là en fait font du bien. C'est pour ça que je suis très content qu'on parle de ce protocole. Après 1h35, de toute façon, il n'y a plus que les meilleurs qui écoutent. Ils veulent ces pépites-là. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, vous devez nous mettre un emoji Ah oui, biceps dans bravo. la description. Ils ont l'habitude, maintenant je fais des petits dans les commentaires. Le Gros petit bibi. emoji biceps pour ceux qui sont toujours là. Ce protocole Lactout, tu nous expliques juste Ouais, le bien fondement sûr, derrière, le pourquoi tu l'as bien mis. sûr. Une des Ouais. personnes qui m'a le plus sensibilisé
à ces types d'entraînement avec des variations de cadence, c'est Chris Hinchot, hein. C'est Chris Hinchot dans le monde du CrossFit, très clairement. Quand il est venu, Mmh, coacher Matt Fraser mmh. et puis Khalipa et puis, Froning et puis tout le monde, voilà. Donc toujours des variations de cadence, ça j'aime beaucoup et ça rend les choses moins linéaires. Hem, 1 minute Oui. pour en fait, être dans une cadence si élevée que l'arrivée d'oxygène est insuffisante et les transporteurs de pyruvate, et de lactate sont insuffisants dans vos cellules, tant et si bien que beaucoup de lactate vont se retrouver dans la circulation sanguine. En fait, on veut augmenter la lactémie, la quantité de lactate dans, votre circulation sanguine. La minute suivante, qui est la minute, basse intensité, où on se met, plus qu'à trottiner, où on rame tout doucement sur le rameur ou quoi, en fait, c'est là pour utiliser les fibres musculaires qui, elles, vont être les fibres de l'endurance, voilà, les fibres fines de l'endurance, qui vont bouffer, recycler, en fait, les lactates en circulation. Donc vous devenez bon, en fait, à buffer, tamponner, ces lactates-là, qui est vraiment un skill à entraîner comme l'a fait Chris Hinchot pour les athlètes de CrossFit. Hem, Quand on est dans un effort aussi long que 60 secondes quand on se met dans le dur, c'est très, très long. Hem, ouais, c'est insupportable, c'est 60 secondes de trop. Et bien, on est dans une intensité telle qu'on crée une hypoxie. Donc quand vous êtes en hypoxie, votre corps, il ne peut plus qu'utiliser les fibres musculaires qui sont donc, glycolytiques, les fibres musculaires, les grosses fibres musculaires qu'on associe à la force. Et c'est ça qu'on recherche. C'est ce qu'avait découvert, je me rappelle, Christian Thibaudeau avait fait un podcast là-dessus. Il disait: «L'isométrie pour développer la force, je pensais toujours que ça c'était pas possible». En isométrie, donc donc immobile dans un mouvement, en En statique, statique. Oui. sauf Mmh. si l'étirement du muscle fait une occlusion sanguine et que vous êtes Ah oui. donc en occlusion sanguine, vous êtes en hypoxie, il y a plus d'oxygène qui arrive dans les muscles, donc obligatoirement votre corps recrute les grosses fibres musculaires de la force. Donc quand il fait de l'isométrie, il fait que des amplitudes de mouvement très grandes, comme un dips très profond pour venir faire une occlusion. Donc je trouvais ça super intéressant et en fait ça rejoint le même principe. On C'est le veut cas. utiliser en fait des gros groupes des grosses fibres musculaires, on veut beaucoup de lactate circulant et on veut le recycler la deuxième minute et on veut bien se reposer la troisième minute avant de repartir à l'attaque. Ouais, j'adore cet entraînement, ça me donne envie de le faire maintenant, tu vois? Ouais, exactement. On a pas fait pas mal de protocoles comme ça, moi, c'est des conditioning que je fais assez régulièrement, ce genre de truc, tu sais, avec des intervalles, les EMOM, des choses comme ça et le résultat est assez impressionnant. J'ai pas, tu sais, moi, j'ai pas un grand niveau en CrossFit, mais j'ai une compétence assez bonne, c'est ça. C'est que je sais assez bien, en fait, Mmh, accumuler du lactate et le tamponner assez vite. Et du coup, ça me permet de maintenir une forme tu vois, d'intensité ouais, assez élevée et de vite en revenir, en fait, tu vois. Ok, go, bam, et on y retourne. Et ça, c'est vrai que c'est un truc bah, qui se travaille, qui s'entraîne ouais, énormément. Euh, mais tu vois, de nouveau, ça fait partie pour moi des efforts qui te créent, indépendamment de la longévité, du machin, de ceci, de cela, une forme de résilience mentale c'est clair, incroyable. C'est-à-dire que là, ça brûle, dans tout mon corps, j'ai envie d'arrêter, mais non, il reste 20 secondes. c'est clair. Et maintenant, tu vois, c'est tout ce truc, c'est le bain froid, quoi. C'est le moment où tu es dedans et que tu n'as qu'une envie, c'est de sortir, mais non, on a décidé que non. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer à des gens avec qui je m'entraîne, etc. C'est dur physiquement. Est-ce que tu peux garder ton calme Mmh, mentalement? Et parce que le bas froid, c'est ça, hein. C'est cette synergie entre la violence physique, parce que c'est violent pour le corps d'être dans 3 degrés, et la capacité à. D'ailleurs, tu nous as dit tout à l'heure, mon corps a abdiqué après 3 minutes, mais je suis resté 15. exactement. En fait, mon ami Idriss Aberkan, sur ses chaussures, il y a un truc gravé que je garde toujours en mémoire, c'est, heu, quand on traverse l'enfer, on a toujours le choix de le faire avec le sourire. C'est exactement ça, en fait, ce que tu viens de dire. La douleur, pour ne pas en faire une souffrance, tout dépend de votre interprétation. L'idée que vous faites de la douleur qui est uniquement une information sensorielle qui naît dans le cerveau, qui ne naît pas dans vos jambes, ni dans vos bras, ni ailleurs, mais dans votre cerveau, l'idée que vous vous en faites va déterminer, en fait, derrière, votre champ des possibles. Si vous vous dites que cette douleur n'est que
une information et que je peux la mettre sur le côté afin de l'observer, de vivre avec, le temps d'un bain froid ou le temps d'un entraînement, vous allez développer toute la résilience et la force mentale dont tu viens de parler. Et c'est pour ça que l'hormèse est transversale et l'hormèse est partout. Quand vous êtes Heu et donc l'absence d'hormèse fragilise. Puis quand vous êtes à la queue du supermarché et que c'est long, on voit les gens qui ont pas la patience. On voit les gens qui n'aiment pas être dans l'inconfort d'attendre, par exemple. C'est chiant de s'ennuyer, ouais, et alors? Moi, je suis capable de rester dans la douleur de l'inconfort de l'attente. Moi, je reste, puis je pète pas un câble et on voit ceux qui n'ont pas fait le job et en fait, tu te rends compte que la société, elle dépend beaucoup des gens qui font le job et pas le job. Puisque ça va impacter tout le monde, en Mmh. fait, que vous soyez fragile. Bien sûr. Et je dis ça, évidemment, en connaissance de cause, hein. Je dis ça parce que moi aussi j'ai des fragilités. Mais cesser de volontairement se renforcer, c'est impacter forcément sa famille, ses proches, sa ville et toute la société. Forcément. On a des responsabilités. C'est de tous les jours faire de son mieux et de vouloir s'améliorer. Et je pense que c'est une véritable responsabilité qu'on a oubliée et que des lois biologiques comme l'hormèse nous indiquent que la nature, elle, elle continue à chercher l'amélioration. Et que nous, si on joue pas au jeu de la nature, en fait, on va impacter le groupe. On va cesser d'être l'animal social qu'on était. Donc, tout ça, c'est des leçons de vie. Hein. On dit souvent, tu entends des sportifs qui disent ouais, le sport m'a sauvé. Mais c'est pas parce qu'il est devenu fort athlétiquement, c'est parce qu'il s'est passé des choses dans la tête et que ça a impacté toute sa vie. Donc, ouais, voilà, je te rejoins par rapport à cet entraînement. Passionnant. Hem, Tu parlais de je ne sais plus quel lien j'ai fait, l'interprétation, la douleur et on peut choisir. Alors j'adore cette phrase. On ne peut pas choisir d'avoir mal, mais on peut choisir de souffrir et ça, c'est vraiment un truc, tu sais, par rapport au trauma, aux émotions, à à toute cette, dynamique-là, tu vois? On a connu le deuil tous les 2, par exemple et tu vois, par exemple, super, concret, donc j'ai perdu ma mère à 13 ans et mon père à 37-38, il y a pas longtemps et l'idée, c'est que forcément, je ne l'ai pas vécu pareil, mais indépendamment de pas l'avoir vécu pareil, j'ai vraiment senti cette différence entre le choix. C'est-à-dire qu'à 13 ans, tu fais moins de choix, il y a rien à faire. Tu pas ce recul, cette capacité encore à choisir comment tu vas vivre les choses. Force est de constater qu'on est 4 enfants, j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère et on a forcément tous vécu la mort de notre mère différemment et la mort de notre père également. Et c'est intéressant, je trouve, de voir comment on fait le choix. Donc, le fait que notre père soit mort de maladie XY, on l'a pas choisi. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas choisir d'avoir une vie linéaire, douce, sans deuil, sans violence, sans cancer, sans accident de voiture, j'en sais rien. Ça, c'est non. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et combien de temps est-ce qu'on va choisir d'en souffrir? Le contre-exemple de ça, c'est ma première grosse rupture amoureuse. J'en ai souffert des années, mais genre des années, tu vois? Et je me rends compte à quel point c'est aussi un choix que j'ai fait de ne pas sortir de cette souffrance. Parce que, tu sais, tu en reparles, tu y repenses d'une certaine manière, tu nourris cette souffrance et c'est extrêmement difficile à entendre pour les gens qui souffrent. Mais factuellement, tu nourris ta souffrance. Si tu y restes, hem trop longtemps que ce que tu ne le souhaites, c'est parce que tu le nourris. Et c'est une prise de responsabilité que je trouve extrêmement violente et extrêmement salvatrice. Avec ce truc de non, non, mais en fait, tu as le choix. Tu pas le choix d'avoir rompu, tu pas le choix que ton père soit mort, tu pas le choix. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et là, euh, j'aimerais que tu nous éclaires, si tu peux, sur cette logique d'interprétation. Tu vois, une émotion qui est un signal, un deuil, un, comment est-ce que je vais pouvoir me sensibiliser à cette interprétation et peut-être du coup vivre tout ça différemment? Oh, merci déjà pour ces partages. Là, je pense que ton partage va déjà éclairer beaucoup de gens et impacter énormément de personnes. Donc merci, merci beaucoup, Jack. Euh,
Moi, quand j'ai écrit le manuel émotionnel, qui est un livre que j'ai fait en autopublication, c'était vraiment un essai, donc je me suis vraiment mis dans la peau du chercheur. Je vais tenter d'expliquer les émotions par 3 prismes, neurosciences, heu, approche computationnelle et biologie. Et en plongeant là-dedans, je me suis rendu compte donc que les émotions, il y avait une différence entre émotion et sentiment. Dans les sciences cognitives, émotion, c'est la perception dans le corps de ce que cela fait. Ça peut être la douleur, tu vois? Ce que cela fait. Ça fait chaud, ça fait froid, ça donne des frissons, et cetera. Par contre, le sentiment, c'est l'idée que vous faites de l'émotion. Donc il y a vraiment la La lecture, lecture. l'interprétation, comme tu disais. Donc là, il y a véritablement un coup à jouer. Heu, les voies de la douleur, elles n'existent pas dans le corps. On parle souvent des voies de la douleur, mais ça n'existe pas, c'est juste des terminaisons nerveuses. Ça remonte au corps, ça allume le cerveau, et ça fait mal. OK? C'est juste une conduction nerveuse. Libre à toi de dire que c'est bien, ça fait du bien. C'est pas devenir masochiste, hein. C'est vraiment libre à toi de carrément faire un 180° et te dire: «Cette douleur-là, dans le bain froid, bah, en fait, elle va être bénéfique sur le long terme». Tu peux varier, enfin, faire vriller complètement ta narration interne par rapport à ça. Jusqu'au point où, tu vois, le bagage culturel qu'on a en France par rapport au deuil, que le deuil, et même les jours après, quand on fête l'anniversaire des morts, et cetera, on se remet en noir, puis on est retriste, puis on repleure. Alors que tu vas au Mexique, il y a la fête des morts. On fait la fête le jour des morts. Ouais, On fait la fête, c'est ouais, joyeux, ouais, tu vois? Parce qu'on célèbre ça. Et moi, ouais. pour te partager, puisque tu nous as partagé, gentiment ton cas, moi, quand j'ai perdu mon papa, j'ai senti une force. J'étais très triste évidemment, bien entendu. Mais j'ai sorti une force de me dire: «Mais punaise, tout ce qu'il m'a légué, maintenant j'ai envie de le faire vivre». Et donc on se rend compte qu'il n'y a heu, ni un père de famille isolé, ni un fils isolé, mais un lien entre les 2. Tu sais, la physique quantique, ça nous passionne. Julien, il en parle aussi souvent. Il y a une interprétation de la physique quantique qui s'appelle le quantum bayésianisme, le cubisme. Le cubisme, il nous dit, vous pensez observer la nature. Vous pensez observer les arcanes de la nature, la matrice, mais en fait, vous ne voyez que le lien qu'il y a entre votre appareil de mesure et une interaction moléculaire. Donc en fait, vous ne parlez que de la manière de lire la nature. Donc évidemment, les réponses que vous avez sont parfois corpusculaires, parfois ondulatoires, bien entendu, mais c'est parce que vous oubliez que vous n'êtes pas en train de voir la nature. Vous utilisez un instrument qui parfois est vos yeux, pour voir des couleurs, les couleurs d'un Mmh. arc-en-ciel, couleurs du ciel. Mais quelle est la vraie couleur du ciel? Quelle est la vraie couleur du ciel? C'est votre œil qui interprète ça. Une chauve-souris, elle voit en ultrason, elle voit pas le Mmh. ciel bleu, hein. Elle va vous dire: «Non, non, le ciel, il est pas bleu». Tout ça dépend de votre prisme de lecture. Et en fait, le deuil, la mort, c'est la même chose. À partir du moment où tu Mmh. dis: «En fait, non, la mort, c'est la vie». La mort fait partie de la vie. La mort, c'est la prolongation du mouvement de l'univers dont nous faisons partie. Parce que je vous rappelle que, heu, la première cellule n'est toujours pas morte, hein, elle s'est juste divisée. Nous sommes toujours la première cellule. Ce n'est que la même division de la même cellule qui a continué à se diviser infiniment. On fait partie de l'univers et d'un mouvement global. Et donc, le fait qu'on soit constitué d'atomes et que ces atomes vont retourner à la poussière, finalement, ça fait partie d'un même mouvement. Et c'est triste parce que la personne n'est plus là. Par contre, le lien qui vous lie à cette personne, vous pouvez continuer à faire vivre et le faire perdurer. Si c'est bien, par exemple, évoquer ben, ton papa, ta maman, etc. Ou bien le couper et l'oublier si c'est une rupture amoureuse que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc là, comme tu le dis, il y a le choix. Le choix éclairé. Mais il faut l'éclairer, ce choix-là. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le temps de l'éclairer. Ils vivent dans le brouillard d'un quotidien trop rempli déjà. Donc il faut prendre le temps d'éclairer ça. Et ton podcast ben, permet ça. Nos témoignages permettent d'éclairer ce genre de choses, je pense. Ce lien dont tu parles, qu'on peut faire vivre ou mourir finalement, qu'on peut, comme tu dis, entretenir ou séparer, hem, je peine maintenant du coup à comprendre pourquoi des adultes, hem, que je pense ou que je pense accomplis, continuent du coup à nourrir un lien qui est Mmh. toxique. Alors je vais pas parler de relations amoureuses ici, mais plutôt de ce deuil, tu sais, du moment comme tu dis, pourquoi alors voilà, par exemple, donc ma mère est morte il y a 25-26 ans. Jamais de la vie,
Jamais de la vie, je vais me foutre en noir et aller pleurer sur sa tombe. Je veux dire, si j'ai envie de penser à ma mère, j'y pense à l'intérieur. J'en parle avec ma grande sœur qui a plus de souvenirs parce qu'elle a 10 ans de plus. Je lui fais honneur en mettant un hibou Bah, là derrière parce que c'était le truc qu'elle collectionnait, tu vois. Voilà, c'est ma petite touche à moi et tu vois, et c'est cool. Mais me dire que parce que elle est morte le telle date, du coup, telle date, je dois me sentir triste, dans ma perception qui n'est que la mienne, je ne pense pas que je lui fais mmh, honneur. Je ne pense pas que j'honore ce lien. Je ne pense pas que j'honore ce qu'elle a fait pour notre famille. Je ne pense pas que j'honore mes frères et sœurs. Je ne crois pas. C'est ma conviction. Ce n'est qu'une conviction. Il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de rien. D'accord. Ma conviction, c'est que ce lien, tu l'entretiens ou tu le déposes, mais le nourrir s'il est toxique, tu vois, je ne comprends pas toujours bien ce qu'on y gagne, en bah, fait. oui, écoute, je pense que les racines de ça sont assez culturelles aussi, mine de rien, on est né en France Ouais, qui est dans un ouais, pays, voilà, où le christianisme est très fort, et où le péché est originel. C'est-à-dire que nous naissons avec un péché. pareil ici. Bon, moi quand je vois mon Ouais. fils de 3 mois, j'ai pas l'impression il a péché, tu vois? Et donc on doit s'auto-saboter, se flageller. Bon, Non. je pense que ça nous pèse, tu vois? Je pense que ça nous pèse, et qu'on est la première génération qui commence à s'émanciper et qui commence à faire des pas de recul par rapport à ça, à prendre ce qu'il y a de bon dans la culture et puis à faire le discernement entre: «Ouais, bon, peut-être que ça, on le fait depuis 2000 ans, mais faudrait peut-être le mettre à jour», tu vois? Mais une mise à jour, ça pèse, voilà. Ce qui est vrai, c'est ce truc avec, c'est très important de Mmh. souffrir. Mmh. Très Faut que ce important. soit dur. C'est-à-dire que, tu vois, dans notre il y a cette culture de ouais, voilà, il faut que ce soit dur, quoi. C'est-à-dire que si tu accomplis quelque chose, il faut que ce soit dur. Si tu as une relation, machin, un mort, il faut que ce soit dur, quoi, tu vois? Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui entretient tellement la difficulté que l'on a, parce qu'en France et en Belgique, c'est très similaire là-dessus, à célébrer un Oui, succès, par exemple. Fêter quelqu'un qui a une exactement. réussite sociale, physique, financière, tu vois? Toutes ces choses-là, ça reste quelque chose qui est difficile culturellement. C'est pas parler d'argent, on tu vois? Alors oui, on te dit un peu bravo pour des trucs ou toi mais est-ce qu'il y a une vraie célébration de Mmh. cette réussite? Et particulièrement par rapport à la richesse, hein, c'est quelque chose qui est très compliqué à aborder. Et c'est vrai que ce truc je redis, moi je pense que c'est important d'avoir mal. Je le pense sincèrement, vraiment, pour avoir eu mal autant physiquement qu'émotionnellement, je pense que c'est très important d'avoir mal. Je suis aussi absolument convaincu que souffrir, est un mauvais retour sur investissement. Pour moi, on revient avec l'idée de l'aigu par rapport au Exactement. chronique. Non, mais je te là, je peux que abonder dans ton sens, hein, tu sais, c'est Mmh. tout ce travail introspectif de bien faire les choses dans les outils de l'Hermès dont on parle, tu vois? Aller volontairement dans l'inconfort pour en ressortir grandi, par rapport à mon propre relationnel avec moi-même. Me rendre compte de mes automatismes, dont l'auto-sabotage peut-être, tu vois? Un truc qui était là, répétitif et je m'en rendais pas compte. Bah, l'épreuve volontaire d'un inconfort, comme un bain froid, comme un entraînement de sport et cetera, fait petit à petit ouvrir les yeux sur nos automatismes. Heu, tu dit tout à l'heure, ouais, quand on a fait des bains froids, des initiations au froid, il y a des gens, ils étaient fiers d'eux, ils disaient: «Ah super, je l'ai fait et tout». Moi, tu sais, j'ai souvent l'effet inverse, hein. J'ai souvent des gens, je les vois, ils sortent du bain froid, ils disent: «Ouais, mais quand même, j'aurais pu rester plus longtemps», ils retombent dans le discours négatif, tu vois? Ouais, Je dis: c'est «Putain, vrai. attends, tu viens de faire un truc exceptionnel, Oui, tu voulais pas y oui, aller». c'était pas si Et ouais, dur. tu vois? Mais non, Ouais. sois fier, tu vois? Moi, j'ai été formé au froid par Maurice Daubard, donc le maître du Tumo, occidental qui est malheureusement décédé. Il me disait: «Quand vous sortez du bain froid, vous levez les bras au ciel et vous dites un truc, vous criez, vous dites, "On maîtrise" ou, «Je suis trop fort», tu vois? «Soyez fiers de vous». Ouais, Ben ouais. ouais, Sinon, ouais, sinon on ouais, ouais. retombe très rapidement dans: «Ah mince, j'ai pas bien fait, quoi». Voilà. Ouais, cette performance du coup, Ouais. cette mesure de: «Non, il fallait que je performe, il fallait que je fasse mieux, il fallait que je fasse plus». C'est, c'est un sujet que j'aborderai probablement sur ma chaîne, Jacksim Coaching où j'explique un petit peu justement des sujets par rapport à ça, par Ben rapport au oui. CrossFit notamment, avec des gens où c'est jamais Mmh. assez. C'est jamais assez, il y a jamais de satisfaction, il y a jamais de «j'ai bien fait». J'en parle ici à la salle très régulièrement, parce que pour moi c'est toxique.
C'est toxique de ne jamais être fier de toi. C'est toxique de ne pas pouvoir sortir d'un entraînement quel qu'il soit et de pouvoir dire: «J'ai fait un bon entraînement». C'est toxique pour moi de ne pas être capable de dire qu'on a des points forts, par exemple. Tu vois? Ici, tu prends l'éco-bike, tu vois, les trucs, tu sais, rameur, le ski, tout ça. Je suis pas le meilleur, je suis dans les meilleurs. Je suis dans les quelques meilleurs de la salle dans ce domaine-là. Et parfois on parle, machin, je dis: «Ah ouais, mais moi je suis bon là-dedans». Et il y a des gens que ça choque. Genre: «Mais comment tu peux?» Non mais en fait, c'est pas c'est juste factuel. Je sais pas, c'est juste comme ça. Tout comme je suis capable de te dire qu'en squat, je suis nul. Nul, 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 nul. Par rapport à mon niveau, c'est une catastrophe. OK? Eh Tu oui. vois ce que je veux dire? Et tu sens ce malaise quand tu abordes ce genre de choses et du coup avec des personnes en face de moi qui sont incapables de dire qu'elles sont bonnes dans quelque chose et qu'elles ont réussi Mmh. quelque chose. Et enfin, et je suis le premier à t'avoir dit, que c'était difficile pour moi d'avoir des réussites et de machin, donc je comprends très bien ce que c'est. C'est juste que, quand tu vas le pousser jusqu'à ton hobby, jusqu'à ton sport, jusqu'à un endroit où tu es supposé avoir du plaisir, bah, c'est que ça prend vraiment toute la place dans ta Exactement et vie. donc, s'il y a pas d'amour-propre, il y aura pas d'exigence. L'intérêt de remettre Non, non, vas-y, c'est qu'il y excuse-moi. aura pas d'exigence envers vous-même si vous vous aimez pas. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est exigeant. C'est uniquement ça. Donc vous aurez pas de perspective et de planification, vous viserez pas mieux si vous ne savez même pas parler de vos points forts. Pourquoi accorder des choses positives à quelqu'un que vous n'aimez pas? Donc ça passe par là. C'est l'amour, c'est l'exigence. On dit: «Qui aime bien châtie bien». Moi, je pense que qui aime bien exige beaucoup. Tu vois? Moi, les gens que j'aime, j'ai tu vois, je vais avoir de l'exigence par rapport à eux. C'est normal, je les aime. C'est voilà, on en parle souvent avec Slim, mais ce thème de l'exigence, pour moi, il est Ouais, similaire à en fait, à l'amour. c'est ça. Alors juste, tu peux, préciser ce que tu entends par exigence? Parce que le problème, c'est que, je pense, en tout cas en Belgique, que exigence est devenu très Mmh. péjoratif. C'est-à-dire que c'est: «Ah, monsieur a des exigences». Tu vois ce que je veux dire? C'est: «Ah, il est trop exigeant». Tu vois? Ouais. Ça fait partie de ces mots qui ont quasiment plus qu'un sens Ah, péjoratif dans le quotidien. Quand tu parles d'exigence, qu'est-ce que tu veux attendre dire par beaucoup, là? voilà. J'attends beaucoup de la vie. Attendre Ouais, plus? plus, beaucoup, Ouais, beaucoup OK, OK, OK. plus, Ouais. de la vie, de mon chemin, en fait, je veux croquer la vie, comme on dit, croquer la vie à pleines dents. C'est ça. Ouais, ouais, j'ai J'ai faim, faim quoi. Ouais, et ouais. encore une fois, il y a rien de parce que si vous aimez la vie, le processus même de vivre, vous voulez tout expérimenter pleinement, mettre les curseurs à fond. Si De vous fou. passez un bon moment dans un film, par exemple, vous êtes dans le cinéma, jamais vous allez vous dire: «Ah tiens, j'aimerais que le film il soit moins bien là. J'aimerais bien que ce soit nul maintenant». Jamais! Vous dites: «Bah vas-y, mets pleine balle les Avengers et puis tout le monde et puis, IMAX 3D et tout». Je veux tout Ouais, en c'est fait. ça. Vas-y, plus Pourquoi fort, je plus voudrais moins? long. Ouais, ouais, Tu vois? ouais. Parce que Vas-y. j'aime Ouais, ouais. le film que je suis en train de voir. Donc j'exige, je veux un maximum. Bah, voilà. Pour moi, la vie, c'est ça. C'est pareil. C'était une superbe, conclusion, Pierre. C'était un régal. Je vais mettre le lien vers ton Oui, merci livre dans la beaucoup. description. Vous devriez acheter ce livre pour 2 raisons. La première, c'est parce que le travail de Pierre Merci. mérite une récompense. Pas parce qu'il en a besoin financièrement, mais parce que c'est la signification du travail qui a besoin de cette récompense, je le pense. Et la deuxième chose, c'est parce que, je l'ai trouvé très pratico-pratique. Je l'ai trouvé très accessible. Alors je l'ai pas lu de A à Z, hein, je te le dis franchement, mais, tout ce que j'ai lu m'a semblé extrêmement, voilà, EMOM, plus de 5 secondes, pyramide descendante, il y a un schéma, il y a une explication, enfin tu vois? Très, accessible, je peux pas le dire autrement. Et du coup, pour moi, c'est la possibilité d'avoir 4 portes d'entrée vers ce stresseur, aigu pour sortir du stress chronique. 4 portes d'entrée que sont le jeûne, la respiration, l'activité physique et le froid. Et du coup, cette autorisation de choisir celle qui vous parle le plus pour commencer et peut-être aussi d'explorer celle qui vous challenge le plus par après. Merci infiniment, Jack, pour ces si gentils mots. C'est ce que je voulais, un guide et les éditions Très Daniel m'ont demandé un guide, donc c'est dans le titre. Donc c'est vraiment, voilà, ce côté pratique. Donc si ça touche juste, je suis très content. Merci, merci infiniment. Validé à 100%. Prenez Merci, soin de vous. Jack. Merci Merci à beaucoup toi. Pierre. Ciao.